Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur YouTube. J'ai voulu attaquer récemment un format qui était un peu différent de ce qu'on voyait d'habitude. En effet, comme vous le savez maintenant, je suis consultant indépendant depuis plusieurs mois. Ça fait même 6 mois pour être honnête. Et donc j'ai remarqué qu'il n'y avait pas énormément de ressources sur YouTube pour les consultants SEO indépendants qui voulaient se lancer, qui traiteraient de comment gérer son entreprise, comment gérer son business, comment gérer son consulting, comment gérer ses clients, plus que de comment performer en SEO. Parce que le métier de consultant en SEO indépendant, à mon avis, c'est quand même en grande partie plus de la relation client, du marketing, du commercial, des process, de l'organisation que du SEO tel qu'il en est. On a l'habitude de le voir traditionnellement, on va dire. Aujourd'hui, du coup, je fais un entretien, une interview avec Baptiste, qui est SEO indépendant depuis maintenant extrêmement longtemps. Et donc, on va pouvoir avoir pas mal d'incentives, d'insights, d'informations sur comment est-ce qu'il a fait pour gérer son entreprise, quels sont ses choix de carrière, etc. Et donc aujourd'hui, Baptiste, est-ce que tu peux nous parler brièvement, en quelques minutes, de ton parcours? Comment est-ce que tu as commencé en SEO? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir consultant indépendant, toi, de ton côté? J'ai commencé il y a 20 ans en fait. La boîte, elle a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Donc le nom de domaine, hein, quand on regarde la date de création, ça fait un peu plus de 20 ans. Donc j'ai commencé en fait en tant qu'éditeur. Éditeur de code promotion, essentiellement du code promo. On était en 2000 hein, presque. Code promo et après je suis monté sur de comparateurs de prix. Avec quel coût, le guide, donc on était un peu à la traîne, mais on rattrapait un peu le retard. Et en 2011, Google Panda est passé par là et a dit ciao, au revoir tout le monde. Donc on est tous partis. Hein. Et du coup, je faisais du site hein, en fait. La boîte a été créée au démarrage pour faire du site internet, mais dans les années 2000, faire du site internet, c'était extrêmement compliqué parce que les gens ne connaissaient pas. Et puis ils avaient toujours le cousin de la tante du voisin qui était capable de faire le site. Et voilà, ils pensaient que c'était un Word amélioré en fait. Donc j'ai refait du site internet, mais ça m'a vite gavé en fait, parce que c'est pas intéressant intellectuellement, on va dire. Hein. Alors, en tout cas, pour moi, je suis pas développeur expérimenté, donc je faisais du WordPress et je faisais du site internet pour du petit commerce. Et de fil en aiguille, donc comme j'étais éditeur, j'ai remonté mes propres sites après et je faisais un peu de SEO hein, quand même. Et du coup, je me suis lancé en fait dans le consulting aux alentours de 2013, à peu près avant mes prestations en fait de consultant. Et c'est pareil au début, c'était un peu compliqué parce que les gens ne connaissent pas en fait les enjeux et le temps, l'énergie qu'il faut dépenser et les ressources à avoir. Et donc le prix de la prestation était un peu complexe. Donc voilà, aujourd'hui, je fais essentiellement du consulting. Ouais, c'est 90% en fait de mon activité. Voilà. Oh, ok, super intéressant. Donc ça fait 20 ans que tu opères dans le web. Tu as fait 10 ans Ouais. d'édition et 10 ans de consulting, grosso modo. C'est bien parce que déjà, ça coupe quelques questions qui étaient sur la diversification et les questions de est-ce que tu avais fait de l'édition de site. Mais c'est assez marrant de se dire qu'au début, beaucoup de Non, consultants, je pense, il y a 20 ans, commençaient en fait par l'édition parce qu'à l'époque, si tu étais passionné et que tu savais monter quelque chose, l'opérer était relativement facile. Donc assez c'est l'époque, intéressant. les commissions en affiliation étaient de 8%. Hein. Ouais, c'est pas les commissions Amazon qu'on a maintenant qui ont bien Donc diminué, quoi. c'était plutôt extrêmement rentable, hein, mais très rentable. Hein. C'était de la folie même. C'était de la En folie. plus, tu étais dans le secteur des codes promo, qui est pas forcément un secteur qui est extrêmement facile, mais pour le coup, à l'époque, il y avait quand À même moins de l'époque, monde et si. c'était un peu plus Non, abordable, ouais. on était 10. Donc voilà. Donc ça. Non, c'était bien. C'était bien. Bah ok, parfait. Un peu comme du Discover aujourd'hui, quoi. Hein. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Pour revenir sur ton business de consulting, du coup, alors qu'il est, combien est-ce que tu gères de clients, si c'est pas indiscret, et en termes de structure et de revenus, comment est-ce que tu es structuré? Et approximativement, tu vois, tu peux nous donner une fourchette, combien est-ce que tu fais de CA ou de résultats approximativement en mensuel? Alors moi, je suis en entreprise individuelle, hein, pas en auto-entreprise, hein, entreprise individuelle. Donc je suis en nom propre. Ça veut dire que l'URSSAF me prend à peu près 46% de ce qui rentre. Et les impôts repassent derrière. Voilà. Euh, c'est un choix. Donc, combien de clients j'ai? J'ai en ce moment, là, en clients récurrents, 16 clients. Des questions et des réponses. Mais en gros, je fais très peu de one-shot. Je fais de la prestation en fait annuelle et je facture les clients annuellement et pour certains, même la plupart, je les mensualise en fait. Ce qui permet surtout moi de ne pas prendre trop de clients à la fois parce qu'après tu fais pas de la qualité, tu fais de la quantité
Et au finish, tu perds tous tes clients, en fait. Donc voilà. Donc, en gros, 16 clients, chiffre d'affaires, revenu, mais ma dernière fiche d'imposition, c'était 101 000 euros. Donc, je déclare aux impôts 101 000 euros de revenus. Ça, c'est brut, hein, parce qu'après, ils repassent. Hein. Ils prennent. Voilà. Mais en nom propre, on en discutait un petit peu tout à l'heure, mais tu perds un client, tu perds une partie de ton chiffre. Voilà, tu te casses, tu vas au ski, tu te casses les deux bras, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Ouais, t'as bien répondu à toutes les questions. Du coup, c'est assez intéressant. Un truc qui m'a fait tiquer dans ce que t'as dit, c'est que tu les avais pour l'année. Et donc, en gros, alors qu'il est, tu leur fais des contrats annuels, tu leur fais un engagement sur un an et tu mensualises les paiements. C'est vraiment un truc où tu leur dis, je te facture à l'année ou comment est-ce que tu structures tes offres, on va dire, en termes euh, de cet aspect engagement ou non engagement? Alors, j'explique aux clients que c'est pas un engagement, que pour qu'une prestation SEO fonctionne, ça prend du temps. Et donc, ça a un coût, donc 5 000, 6 000, 7 000 euros. Et donc, j'explique au client que ça va lui coûter 6 ou 7 000 euros. Et pour faire simple, ou il me paye les 7 000 euros et je fais la presta, ou alors, et c'est comme ça que je préfère fonctionner, c'est que je leur dis, on va mensualiser. Ce qui m'oblige, moi, en fait, à vous faire un compte-rendu, ou tous les mois ou toutes les semaines, selon la typologie du client. Et c'est surtout aussi que ça permet de fidéliser le client, parce que c'est plus facile de faire re-signer un client à 700 euros qu'un client à 7 000 euros. Voilà. Donc, d'un côté, il y a ça, mais j'explique bien aux clients aussi que c'est vraiment pour éviter de prendre trop de clients, parce que, en fait, je facture un nombre d'heures à l'année. On en discutera après. Je planifie tout. Et j'explique donc aux clients qu'en réalité, le premier mois, je peux travailler 20 heures. Et que le deuxième mois, je peux en travailler 10. Et que le troisième mois, je peux en travailler 15. Et que le quatrième mois, je peux en travailler que 2. Voilà. Mais c'est mensualisé, en fait. Voilà. C'est juste une facilité de paiement. Voilà, c'est une facilité de paiement. Ok, Et c'est puis je trouve super que intéressant comme. c'est plus motivant parce qu'en fait, tu reçois, c'est con, mais tu reçois tous les mois, tu reçois en fait tes prestations. Voilà. Ouais. Bah, Alors que quand tu t'engranges 4 000, 6 000, 7 000 et que le mois d'après, t'en engranges que 2, tu dis merde, je suis en danger. Alors que là, non, en fait. Puis ça te permet aussi d'avoir une, une visibilité, en fait. Voilà. Bah c'est marrant, ouais, c'est un truc que j'étais justement en train de te dire juste avant qu'on commence à enregistrer que j'ai fait des mois qui étaient des très bons mois à plus de 10 000 euros personnellement, et j'ai fait des mois qui étaient des mois qui restaient des bons mois, hein, honnêtement, parce que je gagnais plus de 2 000 euros par mois, mais ça restait des mois qui étaient 5 fois inférieurs à ceux que j'avais fait à mon top, et donc j'étais toujours un peu en mode putain, l'activité va mal, alors qu'en fait bon bah si l'activité avait juste eu une croissance à peu près stable et qu'elle avait pas eu des gros hauts et des gros bas, ça aurait sûrement été un peu plus normal. Mais c'est vrai qu'on a un peu on a cette habitude d'être payé mensuellement, je pense, et en Hum. France, et du coup, le passer sur des grosses sommes de paiement, puis des petites sommes, etc., ça fait un peu des hauts et des bas. C'est une bonne idée, je pense, de mensualiser les clients, et c'est un truc, une démarche que je suis en train de Alors faire moi, être progressivement. habitué, j'ai été très très peu salarié parce que j'ai monté la boîte J'ai été salarié, en fait. Et pendant que j'étais salarié, pendant 2 ans ou 3 ans, donc j'avais 22 ans, hein, ou 21 ans, je ne me rappelle plus, mais j'ai monté en fait de la boîte. Donc moi, avoir un salaire tous les mois, j'ai pas trop connu en fait. Voilà. Ouais, mais on a le loyer qui est prélevé tous les mois, on a les Oui, abonnements qui sont prélevés tous oui, les mois. Du coup, en fait, même si on n'a pas l'habitude de recevoir de l'argent mensuellement, on a l'habitude d'en donner mensuellement, et du coup, forcément, c'est je pense ça, que c'est des c'est trucs qui ça, sont un peu c'est ça, corrélés. c'est ça, c'est ça. Mais sincèrement, je vais insister là-dessus, mais sur ma méthodologie de travail, on regardera après, mais le fait de, quand on a beaucoup de clients, on ne peut pas signer un client à 7 000 ou 5 000 ou 10 000 euros en disant, parce que quand le client il paye cash, il veut un résultat. Et il Mhm. ne comprendra pas que tu mettes 6 mois, en fait, parce qu'il va te dire, qu'est-ce que tu fais? Montre-moi, même si j'ai confiance, mais apporte-moi des preuves de ta prestation. Et donc, si tu rentres cash comme ça t'oblige, en fait, à travailler, entre guillemets, au cul du camion. Et donc, une fois que tu as fini ton client, tu dois en reprendre un autre. Alors que quand tu mensualises comme ça, tu expliques bien au client que la prestation, ça sera sur un mois, tu lui fais toute la stratégie, tu lui déroules, tu lui expliques et tu lui dis, voilà, je vais travailler à telle date, je vais faire ça, 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 ça. Et ça te permet en fait de prendre plus de clients. C'est tout. Parce qu'une journée de travail, c'est 8 heures à peu près.
et il n'y a que 5 jours dans la semaine, quoi. Donc, voilà. Tu ne peux pas faire rentrer plus de clients que... Ou alors tu embauches. Mais ça, c'est les questions peut-être après. Ou tu embauches. Et ta C'est bon, bah, ça va rentabilité, être, après, se casse la gueule. Donc, voilà. Donc, ça va être des sujets qu'on va voilà. aborder après, mais il y a deux, trois trucs, deux, trois points qui sont intéressants sur lesquels je vais rebondir dans ce que tu m'as dit. Une journée de travail, c'est 8 heures et il y en a que 5 dans la semaine. Du coup, tu es en train d'induire le fait que tu ne travailles que 40 heures semaine. Du coup, j'ai l'impression, Baptiste, ou est-ce que tu es quelqu'un qui travaille plus, qui est plutôt de la team 60 heures semaine, 70, 80, peut-être même 100, ou alors est-ce que tu es de la team la semaine de 4 heures et on est tranquille, on fait quelques heures et on est pépère. Quand j'avais 23 ans ou 24 ans, je me suis amusé à travailler 35 heures. J'ai fait en sorte d'aller me coucher pour que ça fasse 35 heures. Et je me suis dit, ah, la vache, j'arrive, en fait, j'arrive en 2 jours à peu près, hein, sans endormir, à faire mon travail de la semaine. Ce qui est complètement faux parce qu'en réalité, j'étais complètement dans le gaz, hein, même si tu te rends pas compte, mais tu es dans le gaz. Donc ça, c'est la boutade. Mais au début, ouais, non, quand j'étais célibataire, en fait, ou jeune concubin, ouais, je travaillais le soir, le week-end, etc., etc. Après, quand tu es marié, que tu as une vie de famille, et que tu commences un peu à vieillir, euh, tu essayes de faire la part des choses. Et puis après, quand tu as un enfant, ce qui m'est arrivé, j'ai eu un enfant un peu tard, donc conseil, faites des gosses tôt, vous serez tranquille. N'attendez pas. En fait, je suis passé de 40 heures, ouais, effectivement, je travaille, alors je vais emmener mon fils le matin, j'entame ma journée de travail à peu près à 9h30. Je prends mes rendez-vous si j'ai des rendez-vous à 10h et je finis à 16h30. Donc aujourd'hui, non, je travaille 26 heures en fait. Mais j'ai dû améliorer mes process de travail pour faire rentrer ce que je faisais avant en 40 heures en 20 et quelques heures. Et en réalité, ce que je me suis aperçu, c'est que bon, mon fils a 3 ans, donc ça fait 3 ans que je me suis organisé comme ça, et je me suis aperçu en réalité que, en me réorganisant autrement, en fait, que je travaille beaucoup mieux. Et je fais beaucoup plus de choses parce que je suis obligé de finir à 16h30. Et j'ai pas le choix. Et donc, aller les réseaux sociaux, papoter, voir ce que font les potes, bah, tu le fais autrement en fait. Tu le fais autrement. Tu le fais avec un objectif de que ça te sert à quelque chose. Voilà. Est-ce que Donc, j'ai tu... répondu à la question. Je travaille une vingtaine d'heures parce que j'ai pas le choix. Mais mon fils retourne à l'école. Il va aller au périscolaire et donc je vais augmenter Tu vas pouvoir recommencer à travailler un petit peu plus. Est-ce que un tu petit peu recommandes plus. aux, ouais, est-ce que tu recommandes aux jeunes, souvent c'est des trucs qu'on met un peu en opposition, mais qu'on n'est pas obligé de mettre en position d'ailleurs. Est-ce que tu recommandes aux jeunes consultants qui se lancent et qui ont pas mal de temps de travailler beaucoup? Est-ce que tu leur recommandes de mieux s'organiser? Ou est-ce que tu leur recommandes simplement un peu des deux ou aucun des deux et de faire leurs expériences et le jour où le besoin s'en fait de mieux s'organiser et de moins travailler, etc. Est-ce que tu as une recommandation vis-à-vis du temps de travail et de l'organisation, lequel prioriser en premier quand on commence? Alors, travailler beaucoup, c'est si tu travailles beaucoup pour être présent au bureau, tu sais, traîner jusqu'à 22 heures comme on voit dans les boîtes, on dit, ah, et puis tu te travailles un dossier sous le bras et on dit il est toujours en train de bosser. Et en fait, non, tu es toujours à la machine à café. Ça sert à rien. Si tu es bien organisé et que tu te dis, admettons, je prends quelqu'un qui démarre, il a un premier client. Il se dit, bon, ben voilà, je vais travailler tant de temps sur mon client. Et ensuite, je vais travailler tant de temps pour trouver de nouveaux clients. Ben, une fois qu'il a défini son temps, il arrête, il fait autre chose. Ça sert à rien, parce qu'après, on le voit, si vous faites un petit peu du reverse hein, sur votre manière de fonctionner, vous verrez vite qu'en réalité, vous faites beaucoup de choses inutiles. On traînasse, on bidouille sa souris, on va sur Internet, on va regarder, et en fait, on va pas en profondeur. C'est-à-dire, oh, tiens, je vais aller auditer un site Internet parce que j'ai trouvé ça cool, le mec, il a fait un tweet, c'était intéressant, je vais aller voir comment il a fait. Puis tu vas te promener, tu vas regarder, et en réalité, tu ne le fais pas en mode, je vais faire un audit complet de sa stratégie avec un papier, un crayon et je vais noter. Tu le fais parce qu'en fait, voilà, tu es bien devant ton PC. Et ça sert strictement à rien. Donc, il vaut mieux dire j'arrête et je vais faire autre chose. Ceux qui vont C'est vous expliquer qu'on devient milliardaire en travaillant 3 heures par jour, oui, c'est en faisant une formation, en t'expliquant comment on devient milliardaire qu'on devient milliardaire, pas en achetant le bouquin. Voilà. Faut que chacun c'est trouve son rythme, en fait. Et tout.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est assez intéressant. Ouais, je suis d'accord sur le fait de faire plus les choses en profondeur. C'est une réalisation que j'ai eue récemment et j'essaie de me dire maintenant, bon bah, je vais vraiment finir cette chose que j'ai commencé et éviter de la faire par petits bouts parce qu'on perd beaucoup d'énergie, je C'est trouve, ça. à changer de tâche. Et au final, quand on fait quelque chose du début à la fin et qu'on le finit, on est assez content de l'avoir fini. Et c'est quelque C'est chose ça. qui manque un peu. Donc C'est ça. honnêtement, ouais, je suis assez C'est ça. d'accord. C'est ça. Faire une to-do, hein, et mettre une croix quand on a fini. C'est con, mais ça marche. C'est vrai. C'est simple. C'est simple, mais ça marche. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était intéressant et sur lequel on va continuer. C'est, imaginons, voilà, vous êtes un jeune consultant et tu as eu ton premier client et donc tu vas commencer à travailler sur ton client et définir une autre partie de ton temps pour aller chercher des nouveaux clients. Toi, l'heure qu'il est, quand tu as commencé, en fait, comment est-ce que tu as eu tes premiers clients? Est-ce que c'est une stratégie qui est encore viable maintenant, selon toi? Et quel est le temps qu'on devrait accorder à gérer ses clients vs à trouver des nouveaux clients, d'après toi, quand on est un consultant, un jeune consultant, quand on est un consultant établi ou quand on est un consultant senior, peut-être même? Alors, moi, comment j'ai trouvé mes premiers clients? En 2011, hein, je fais un récapépète, mais je me suis pris un panda, donc terminé. La fête était finie, hein. J'ai appelé la compta, je lui ai dit, c'est fini, il faut me faire un bilan. Elle m'a dit, c'est 900 balles. Je dis, ah putain, j'ai pas les thunes. Bah, j'ai les thunes, mais voilà, j'ai plus une thune qui rentre. J'avais un procès, en fait. Donc, pareil, en tant qu'éditeur, faites attention. Vous regarderez La Gueule, en fait. C'est un mec qui a racheté la marque, en fait, de La Gueule, et après, il a été tamponné tous ceux qui utilisaient La Gueule, et je me suis trompé en affiliation pour un client. J'ai mis le logo La Gueule, et du coup, le mec, il m'est tombé dessus, et il me réclamait 300 000 euros de dommages et intérêts. Donc, c'était toutes ces boîtes qui m'attaquaient. Et son avocate, elle s'appelait Maître Démoli. Donc ça calme. Donc j'avais ça en même temps que mon panda. Donc, et j'avais l'URSSAF à payer. Parce que quand tu clôt une boîte, il faut que tu soldes tout. Et quand tu gagnes de l'argent, tu dois beaucoup. Donc heureusement, j'avais de la trésorerie. Mais là, tu as le feu au cul, en fait. C'est que tu te dis, toute ta vie, en fait, elle s'écroule. Quoi. Donc autant vivre ça à 30 ans, hein, qu'à 50 ou à 40. Hein. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, il fallait que je trouve des clients. J'avais pas le choix. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller sur le site de Pôle emploi. J'ai regardé toutes les boîtes qui cherchaient des webmasters. Alors, ça me gavait, mais qui cherchaient des webmasters. Et je faisais une lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, j'envoyais un CV, etc. J'expliquais que je ne cherchais pas un contrat à durée indéterminée, mais que je voulais faire la prestation en tant que consultant. Et je donnais les avantages en leur disant que en fait, ça leur coûtera moins cher parce que le site sera fait et que j'ai eu des beaux projets. Hein. J'ai eu une communauté de communes, j'ai eu des chouettes trucs. Et j'ai travaillé essentiellement à l'époque, hein, 2013, les réseaux sociaux étaient différents. On était sur Facebook à l'époque. Et j'ai chopé des clients locaux. Parce qu'en réalité, les petits clients autour de chez vous vont essayer de trouver des prestataires locaux. Parce que ça les rassure. Alors, ils n'ont pas de budget, ils ont moins de budget, ils sont moins informés des tarifs, des choses comme ça. C'est un bon challenge parce que quand on n'est pas commercial, travailler avec des entreprises qui ont peur, parce que c'est des choses qu'elles ne connaissent pas, qui n'ont pas de budget, ça permet de s'aiguiser un peu son discours commercial. Donc, j'ai commencé par des petits clients. Je facturais 200 euros par mois. Donc, c'était une prestation à 2400 euros. À l'époque, je m'étais remis en micro-entreprise. Donc, je facturais 200 euros. Mais quand je suis passé en TVA, il y a certains clients qui m'ont dit, ah bah oui, mais tu as augmenté de 20%. Donc ça, c'est à prévoir aussi. C'est à prévoir. Oui, mais je leur ai dit, mais normalement, tu es en TVA, donc je t'ai pas augmenté en réalité. Mais du jour au lendemain, dire à ses clients, c'est plus 200, mais c'est 220, voilà, ça fait toujours. Donc ça, anticiper aussi. C'est quand on est en micro, souvent on dit on prend 10% de plus, comme ça on s'assoit sur les 10% quand on passe en TVA, etc. Et l'idéal, si vous êtes en micro, passez tout de suite en TVA. L'avantage de passer en TVA, je peux le dire, hein, j'espère que je n'aurai pas de redressement fiscal, mais quand tu passes en TVA en micro-entreprise, quand tu es en micro-entreprise, tu ne peux pas déduire tes charges. Par contre, tu peux déduire ta TVA, c'est-à-dire que tout ce que tu achètes, tu as une ristourne de 20%. Donc, voilà. J'ai un peu débordé sur la question, mais c'était. Donc, Bah, au t'inquiète. début, allez chercher du client local, en fait, et avec des tarifs corrects. Voilà. N'allez pas dire, ouais, moi, je facture 800 ou 1000 balles la journée, vous n'existez pas, vous sortez de nulle part.
Et un artisan à côté vous filera pas 1000 balles parce que vous avez une jolie tronche, quoi, et que vous parlez anglais, français, et que vous faites de l'anglicisme dans toutes vos phrases. Ça, bannissez si vous faites du local. Donc faire du local, et en plus, ça permet de travailler ses process d'organisation. Ça permet, quand on démarre, ça permet aussi de passer, si vous êtes salarié d'une agence et que vous voulez vous mettre consultant, ben ça vous permet de travailler la relation client, ce que vous n'aviez pas eu en agence. Donc là, c'est vous qui le faites. Donc ça permet de faire des erreurs acceptables parce que la prestation est pas chère et que le commerce, l'artisan à côté, il ne sera pas très regardant sur, voilà, sur les erreurs de facture. Il va vous dire, ah bah tu t'es trompé dans la facture, mais voilà, si vous facturez 15 000 balles et que vous faites une erreur de facture, on va vous dire, attends, t'es pas sérieux. Voilà. Donc, travailler avec des petits clients comme ça au démarrage, idéalement autour de chez soi, en faisant du référencement local, c'est tout bête. Moi, je le fais pas, mais c'est quelque chose parce que ça me gonfle en fait. Je vais pas dire allez pas au BNI, mais parce que c'est pareil, c'est comme les vendeurs de formation, c'est que tu payes tes 1200 balles au BNI pour faire du business. Bon, bref. Mais allez au club des entrepreneurs du bidule, au club des entrepreneurs du truc, faites de la formation gratuite. Allez dire, ben voilà, je vais à la CCI, il y a un truc, si vous voulez, je peux faire un interview, je peux expliquer aux gens gratuitement. Ça vous permet de distribuer des cartes de visite, de voir des gens, de serrer des pinces et de créer un tissu local en fait. C'est pas rêveur, il y a des formateurs, moi il y a des gens sur YouTube qui disent pas de site internet, pas de carte de visite. Oui, mais à un moment, le client, il est en face. Là. Donc, tu traverses la rue, comme disait l'autre, et tu vas le serrer, ton client, sinon il ne viendra pas tout seul. Voilà. Franchement, il y a un point qui est super super intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, qui est l'aspect se faire la main, en fait. Ce que tu proposes beaucoup, c'est d'aller voir les gens locaux parce qu'en fait, ils ont un besoin. Comme c'est du local, en général, il y a moins de monde sur le marché, donc en fait, on se retrouve à être un peu en exclusivité si on est dans une Si, en ville. fait, tu as des gros concurrents qui sont les pages jaunes et toutes ces Ouais, boîtes à la con. Là, c'est pas ceux auxquels on pense. C'est pas des petits consultants indépendants, c'est les grosses boîtes. Mais ouais, en effet, ceux qui qui viennent viennent taper ton marché, c'est des agences énormes, du saut local et toute compagnie, et quoi. qui font de la merde en plus, qui font de la Ouais. merde et qui serrent le client sur des contrats de 38 mois ou 40, tu vois. Et donc, le client, il dit, je peux pas, je suis engagé avec eux. Ben, voilà. Ah ouais, pas simple. Bah voilà, bah typiquement, je vais prendre mon exemple. Je viens d'un petit village à côté de Châteauroux. Et en fait, je sais que dans mon village, plus dans Châteauroux, globalement, il y a très peu d'indépendants dans le web, comparé à des grosses villes genre Paris, Lyon et compagnie. Si j'allais et que je cherchais à servir tous les clients qu'il y a dans cette région, dans ce département, ça serait assez facile. Enfin, ça serait plus facile que d'aller dans l'échelle nationale directement, d'aller chercher des gros clients, étant donné que c'est des gens qui sont implantés en locaux. Et comme tu disais, ils ont besoin de contacts locaux, ils ont besoin de contacts physiques, ils ont besoin de gens qui aillent les voir. Et c'est super bien, je pense, le contact physique, le contact local pour se faire la main dans la démarche commerciale, C'est parce ça. que souvent quand on se lance, on n'est pas bon commercialement. En fait, on n'est pas un bon vendeur, et donc il faut apprendre à être un bon vendeur. Et apprendre à être un bon vendeur, il va falloir de la pratique. Et cette pratique, elle passe par aller voir les gens autour de vous et essayer de leur vendre des choses, quoi. Mais c'est surtout, parce qu'on le fait tous, on n'aime pas. Moi, au début, j'aimais pas. Maintenant, j'aime bien, en fait. J'aime bien quand on m'appelle. Et maintenant, je prends du plaisir, en fait, à me dire, putain, je l'ai signé. Je l'ai signé au téléphone. Après, je me dis, bon, il va falloir que je travaille. Mais aujourd'hui, limite, je prends plus de plaisir à vendre qu'à bosser, tu vois. Alors qu'au début, je ne supportais pas. Je supportais pas. C'était un truc, ça. Tu vas voir à la boulangerie, tu te pointes, tu arrives comme par hasard à l'heure de pointe, tu es à la boulangère, bonjour, vous voulez pas un site internet? Elle te dit, attends, mets-toi sur le côté, on en discutera après. Donc, c'est des choses à faire, mais on se dit toujours, ouais, non, je vais monter un site internet et je vais aller sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il y a un écran qui est derrière. Et je ferai ça, et je ferai ça, et je ferai ça, et je ferai ça. Et un an passe, et tu te dis, je vais retourner au boulot parce qu'en fait, j'ai pas de clients. Le démarchage commercial, au téléphone, au machin, au truc, faut en faire. C'est compliqué à faire, mais il faut se lancer. T'as pas le choix. Si tu veux développer ton business, t'as pas le choix. Alors, je suis un SEO. Normalement, je me positionne sur tous mes mots-clés. Je me positionne, moi, dans mon département. Mais t'as très peu d'appels. Parce que les 3 premiers, c'est du Google Ads. Après, c'est du Google My Business. Et les gens, ils descendent pas. Donc, t'as beau dire, ah ouais, je suis premier, mais t'as pas d'appel.
Ouais, souvent Donc, les grosses agences, elles disent qu'elles sont pas positionnées en SEO parce que c'est pas là qu'est le business et elles ont pas tort, je pense, qu'en fait, si tu veux bah oui, mais il est où beaucoup de alors? business, Il est où? la grande question, c'est il est où? Et souvent, en fait, c'est une bande de commerciaux qui vont et qui écument le département, la France, avec des Exactement. appels et beaucoup de réseaux. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi aussi, maintenant, je prends énormément de plaisir à vendre. Là où au début, c'était plus compliqué, c'était quelque chose que j'aimais pas faire. Je pense que être consultant, faut apprendre à prendre du plaisir dans la vente et dans tout le Ouais. process. Enfin, je pense que il y a un levier qui est assez énorme dans le CA que tu peux faire à construire une bonne offre, à bien vendre, à avoir une bonne relation, etc. Et les gens se rendent pas trop compte de ça et c'est assez désagréable de le faire au début quand t'aimes pas le faire parce que t'as l'impression de te corrompre et d'être dans une démarche très capitaliste que les gens aiment pas trop, etc. Et en fait, Mmh. quand tu commences à le faire, à bien le faire, à le réussir, que tu vois C'est que les gens ça, sont contents, tu te dis, ouais, mais en fait, trop bien, quoi. C'est juste un bon truc c'est ça. et tu sens vraiment que tu génères de l'argent quand tu le fais. Et ça, c'est assez agréable, je trouve, personnellement. Et c'est surtout quand tu fais du démarchage ou que tu as un client qui t'appelle. Alors on dit, après il y a des techniques de base hein, en commerce, faut aller regarder, mais vous prenez les techniques de base des années 70, c'est bon, hein, ça sert à rien de prendre la dernière tendance, ça existe. Pas couper la parole au client, pas essayer de parler, alors ça moi je suis très bavard, donc c'est compliqué pour moi, mais essayer de parler sans que le client, etc. Et en fait, moi je conseille d'avoir un petit papier à côté et de se dire, merde, j'ai dit ça, j'aurais pas dû. J'ai parlé d'un point négatif. D'écrire et de corriger et de se dire ça c'est vraiment à éviter. Et c'est comme ça qu'on progresse en fait. C'est par ces erreurs qu'on progresse. Alors ceux qui vont prendre leur téléphone et signer 10 clients dans la journée, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais tu te prends 10 portes avant de signer un client. Ouais, je suis d'accord aussi sur l'analyse a posteriori. Moi, c'est un truc que je fais personnellement. Je note tous les devis que j'envoie et je note tous ceux qui sont signés vs ceux qui le sont pas. Et tous ceux qui le sont pas, je note la raison pour laquelle je pense qu'ils n'ont pas été signés, histoire de pas reproduire les mêmes erreurs deux fois. C'est ça. Et notamment, par exemple, typiquement une des choses qui m'est arrivée de nombreuses fois en devis pas signé, c'est parce que il y a des gens qui m'ont demandé des prestats sur Twitter, par exemple, sur un message Twitter, et je leur envoyais un prix sur un message Twitter, mais en fait, quand tu es dans une conversation Twitter, tu donnes zéro détail. Enfin, t'es pas du tout convaincant parce qu'en fait, le peu d'infos que tu as donné vs un prix qui va paraître super élevé, c'est pas du tout. Voilà quoi. En fait, t'as pas du tout détaillé ta presta. Tu t'as pas expliqué ce que tu comptais vendre. Et du coup, t'as pas été convaincant en fait avant d'annoncer un prix. Et à ce moment-là, en général, tu signes pas. Donc typiquement, voilà. Moi, le conseil que je vous donnerais si vous faites des devis et que vous les faites sur Twitter, essayez de les envoyer, d'envoyer un doc, je sais pas, ou alors d'envoyer un mail. Mais évitez le message Twitter Déjà, avec un prix parce que dans, dans, c'est pas bon quoi. dans ce que tu dis, moi, il y a déjà deux trucs. Alors, là, j'ai participé à une discussion sur LinkedIn, en fait, où les gens disent, ouais, il n'y a plus de mail, l'autre non, c'est WhatsApp, etc., etc. Déjà, moi, les gens qui me disent, ouais, tu m'envoies un WhatsApp, je dis, ah non, attends. Si on commence à travailler comme ça, c'est typiquement le type de mec qui va t'envoyer les documents et les machins, ouais, le type de client qui va t'envoyer les documents et les machins en désordonné sur WhatsApp, sur machin, sur truc, et c'est des clients merdiques. Donc déjà, tu calmes le client en disant non, je ne travaille pas avec WhatsApp. Déjà, quand les clients m'appellent, ou les prospects appellent pour un site internet, aujourd'hui, à l'oreille, je sais si c'est sérieux ou pas. Voilà. Mais je passe énormément de temps à expliquer aux clients. Je me présente et je leur dis voilà, le référencement, c'est comme ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour arriver à ça, il faut faire ça, il faut ci, il faut ça, il faut machin, il faut truc. Donc, t'expliques au client. Je lui donne même des conseils. Le client, faites attention. Et je dis même, des fois on m'appelle sur un site internet. Hein. Alors, je fais du site internet si derrière il y a une prestation SEO. Sinon j'en fais pas. Ou alors je fais du sinon je dis au client non, il y a de très bonnes agences, allez voir une agence web. Mais je qualifie énormément en fait en expliquant au client, en disant allez faire des devis, faites ceci, faites cela. Je suis un peu plus cher effectivement, mais allez faire des devis. Et tu mets le client et tu lui donnes même des conseils en fait. Et le client a confiance. Et j'annonce même les prix en disant voilà, faut compter à peu près entre 5 et 7 000 euros. Est-ce que c'est ce que vous attendiez en termes de prix? Si le client il dit non, tu dis ben voilà. Si le client il dit ouais, bon, c'est un peu cher, mais on peut faire. Il lui dit je vous fais un devis de 7 000, on le regarde ensemble après et on enlève toutes les parties qu'on peut enlever. Si vous faites une ristourne sur un devis à un client, surtout un client qui sait, qui a l'habitude, une entreprise qui a l'habitude, si vous faites une ristourne sur votre prix, vous lui donnez ça, il va vous prendre le bras.
Vous dites, je n'enlève pas mon tarif horaire, en fait. Par contre, on peut enlever des prestations. Voilà. Si tu baisses ton tarif, tu baisses ton froc. Et le client, après, il te bouffe. Ça, c'est une erreur que j'ai faite au début. Tu baisses, tu baisses, tu baisses. Et plus le client va négocier les tarifs, plus le client sera exigeant. Les clients qui vous appellent le soir, vous les virez. C'est des clients toxiques. La personne qui n'a pas le temps dans sa journée de t'appeler en journée pour avoir une idée, pour avoir un devis, et qu'elle t'appelle le soir ou le samedi à 20h, c'est un client qui va te bouffer. Donc ça, tu dégages. Ok, ok, bah t'as dit des choses qui étaient top sur la tarification. En effet, je pense qu'il faut jamais. C'est quelque chose qu'il faut éviter au maximum, hein, de rabaisser son prix sans moduler la presta, parce qu'en fait, ça veut dire que t'es super flexible sur ton prix, et plus t'es flexible sur ton prix, plus on va chercher à aller te liquider. Je vais pas te mentir, moi c'est encore une erreur que je fais régulièrement, de baisser mon prix alors que j'ai pas modulé la presta. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille le plus possible pour éviter que ça arrive. Et puis bon, en général, j'essaie de moduler, d'échanger sa compte de l'engagement. Je leur dis ok, mais dans ce cas-là on s'engage pour 3 mois ou des trucs comme ça, histoire de me dire je me rattrape à une autre branche et j'ai une justification. Mais c'est pas rare que je fasse encore l'erreur. Toi Après, alors qu'il oui. toi alors qu'il est, tu travailles plutôt avec du coup t'as tous des clients qui sont tous plus ou moins de la même taille, avec plus ou moins les mêmes tarifs et plus ou moins les mêmes prestations, ou t'as vraiment une majorité de gros clients, une majorité de petits clients? Est-ce que t'as une préférence entre les plus grosses entreprises ou les plus petites entreprises? Alors j'ai commencé ma carrière, on va dire, avec des très grosses entreprises. Je ne vais pas citer la boîte, mais le responsable de communication m'appelle en me disant non, il faut enlever ce mot-là. La chargée de machin, elle m'appelle, elle me dit ah non, non, là, il faut remettre une virgule. Le machin qui m'appelle, ah bah, tu dis attends, non, non. Tu prends une décision, faut que ça passe par le chef de projet, il faut que le chef de projet il voit avec ses équipes. J'ai un client là actuellement depuis le mois de mai, j'espère qu'il ne m'écoutera pas, mais c'est un client que j'ai depuis 3 ans. Nouvelle personne, une grosse boîte, hein, nouvelle personne, tête de. Voilà, elle gère les équipes, etc. Depuis le mois de mai, on piétine. Depuis le mois de mai, on piétine. Depuis le mois de mai, alors on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais on commence quand? Et ça, je ne fais pas. Donc, j'ai choisi de travailler avec des ET, bah, pas des ETI, mais avec des PME, et où je m'adresse directement au chef d'entreprise, en fait, tout simplement. Voilà. Et je lui dis, t'es d'accord, on fait ça, ok, on fait ça. Donc, ou des petites boîtes, en fait. Voilà, voilà, c'est tout. Ouais, c'est marrant Et parce que souvent les gens ils sont très partisans de grosses entreprises parce que tu vois ils ont des gros chéquiers entre guillemets, et tu sais que tu vas pouvoir surfacturer, etc., parce que le décisionnaire est pas forcément la personne à qui l'argent appartient, et donc ça te permet d'avoir une marge de négo qui est un peu différente, on va dire. Mais ouais, c'est mais vrai c'est que que la t'emmerdes dans ton boulot, bureaucratie. en fait. Ouais, voilà, la bureaucratie finit par bouffer la presta, et en fait, tu fais pas ce que t'aimes faire, qui est le SEO, tu vois, et faire avancer, faire croître le site, etc., etc. C'est Donc ça, ça change beaucoup, je pense, la composition et le style de la presta. c'est ça. Peut-être que si vous faites beaucoup de gestion de projet ou beaucoup de commercial, etc., ça peut être intéressant d'aller surfacturer des grosses boîtes pour leur vendre du vent, mais je pense que si vous aimez votre métier, ça finit par te bouffer Pour un leur peu, quoi. vendre du vent. Mais c'est ça, en fait. Hein. C'est ça, hein, faire de Bah ouais. l'audit pour faire de l'audit. Hein. Donc, voilà. Et puis, c'est surtout, quand tu bosses avec des grosses boîtes, quand tu fais bien ton travail, moi, je fais de la préco, mais j'interviens aussi sur le site. Quand tu fais de la préco comme ça, tu fais une strat, tu fais un machin, tu fais un truc, tu fais un plan de redirection, tu vas vérifier, tu t'aperçois que les mecs, en fait, ils l'ont fait à l'envers. Donc, tu recorriges. Puis après, tu réinterviens sur autre chose et tu t'aperçois que la mission qu'ils avaient de faire, admettons, le plan de 301, eh ben, il a sauté. Donc, tu refais. Voilà. Parce qu'il y a tellement d'intervenants dans la boucle qu'en fait, si tu veux bien faire ton taf, tu es obligé de tout vérifier, en fait. Et ça vaut pas le coup. Au final, ça finit par être trop coûteux en temps vis-à-vis de ce que tu as vendu. Et du coup, toi, En énergie aussi. Ouais. ta manière de faire au niveau forfaitaire avec ce style à l'année et ta typologie de client habituel fait que ça devient ouais, trop énergivore et pas assez rentable en termes de temps passé et rémunération. Et puis, Et moi, je enfin, gère tout, en fait. ouais, C'est-à-dire que voilà si ça quoi. marche pas, c'est mon problème. C'est mon problème. C'est pas de la faute du mec qui a pété le site, quoi. C'est mon problème. Ça marche pas, ça marche pas. Tu, m- Et Vas-y. conseil, quand un client fait plus de 50% de votre chiffre d'affaires, Mhm. moi je mets 50, mais ça peut être, vous êtes en danger.
Si ton client, il te lâche, pour X raisons, même si tu lui fais un contrat d'une année qu'il a signé, moi, il signe un devis d'un montant. Après, j'annualise le temps de travail. Le client, il peut partir et dire non, je ne te payerai plus. Après, tu peux attaquer, mais un client qui fait plus de 50% de ton chiffre, tu es en danger. Donc, si tu sers un gros client, tu t'en retrouves deux derrière qui compensent la perte de ton client. Mais attention, ça t'oblige constamment à avoir une croissance de nouveaux clients. C'est une question que j'allais te poser justement. Toi, à l'heure qu'il est, tu répartis comment ton temps entre de la recherche de nouveaux clients et de la relation et le management de tes clients récurrents? Est-ce que tu fais encore de la recherche de nouveaux clients ou tu te reposes un peu sur Non, tes acquis et non, ouais, t'es tranquille non, sur tes clients actuels et tu sais que ça roule, quoi? non. Je me repose pas sur mes acquis parce que quand tu te prends une branlée en 2011 comme ça et que tout ton bise il repart en cacahuète, j'avais il y a 3-4 ans, je travaillais avec une grosse entreprise à Montréal, une grosse boîte de communication à Montréal spécialisée dans la santé. Ça se passait bien et il me ramenait à peu près 30% de mon chiffre et je faisais en plus de la formation pour les chambres des métiers de l'artisanat. C'est même plus vieux que ça en fait. Et j'ai perdu les premiers clients qui m'a dit on arrête. Et les formations, ça a commencé à... C'est le moment où il y a une fusion en fait entre les chambres consulaires à un moment. Et du coup, ils ont intégré eux-mêmes en fait les formations, ils passaient plus par un prestataire et donc j'ai perdu en fait une partie de mon chiffre. Donc non, je me repose pas sur mes lauriers, mais quand il y a un nouveau client qui m'appelle, si je peux, si le projet m'intéresse, je le prends. Mais on verra après. Moi, je suis super organisé, donc je sais le temps qui me reste sur mon mois. Il me reste, admettons, une quinzaine d'heures. Voilà. Et le fait de mensualiser tous ses clients et d'organiser sa charge de travail par rapport à ses clients, ça veut dire que je sais que au mois de mai, admettons, je vais continuer à être payé parce que la prestation, elle continue, elle. Hein. Mais moi, je vais avoir fini en fait mes missions. Donc c'est à ce moment-là que je peux aller retrouver de nouveaux clients au cas où mon client ne renouvelle pas. Souvent, il renouvelle. Donc après, tu te retrouves, après, tu es emmerdé parce que tu te retrouves avec une surcharge de travail. Mais tu as toujours un ou deux clients qui ne renouvellent pas. Ça arrive. Donc c'est comme ça que j'essaye de fonctionner. En fait. On est chef d'entreprise avant d'être consultant SEO. C'est-à-dire que si tu ne sais pas gérer ta boîte est extrêmement bon dans ton domaine, si tu ne sais pas gérer ta boîte, ça ne marchera pas. Donc, il faut faire de la gestion de projet, il faut avoir une visibilité sur son entreprise, et sur ses charges, et sur sa TVA, et tout ça. Tes, Voilà. tes cohortes de clients, du coup, tu les prends en batch, dans le sens où, est-ce que par exemple, tu te dis, tiens, je vais essayer de prendre 3-4 nouveaux clients en même temps, histoire qu'ils aient plus ou moins les mêmes étapes, les mêmes cycles de vie dans ta gestion du projet SEO, ou est-ce que tes clients, tu les prends au fur et à mesure et au final, tu sais plus ou moins le cycle de vie d'un projet SEO et tu dis, bon, bah voilà, ça va intégrer, premier mois, je fais ça, deuxième mois, je fais ça, etc. Cinquième mois, je sais que c'est le mois de mai, par exemple, que je vais avoir un peu de temps de pause parce que en fait à ce moment-là j'ai fait la grosse partie des actions SEO et je vais laisser 2-3 mois le temps que les actions prennent et je vais les rebuild 2-3 mois tranquille et ensuite on va rattaquer 2-3 actions pour finaliser la presta. Comment est-ce que tu t'organises en termes de gestion de tes clients globalement et cycle de vie comme ça? Alors c'est super compliqué parce qu'en fait, moi, je prends les clients au fur et à mesure, en fait. Voilà. Je les prends ou je les refuse. Quand je vois que le projet ne m'intéresse pas, je les refuse. Des fois, je vais me remettre comment il s'appelle, la plateforme là, qui te met en relation avec des clients. Malte. Malte. Bon, le problème de Malte, c'est que dès que tu arrêtes, l'algo, elle te descend. Donc après, il faut que tu remontes un peu. Et souvent, je me dis, bon, allez, admettons, j'ai perdu un client, je vais, sur le temps de travail que j'avais sur mon client, admettons, je vais aller retrouver d'autres clients. Voilà. Si je m'en prends deux, ben, je m'en prends deux. Si je m'en prends qu'un, je m'en prends qu'un. Si je m'en prends pas, ben... Donc, c'est variable, en fait. C'est variable. J'arrive pas à tout calculer au millimètre, même si je suis assez organisé comme garçon, mais j'en suis pas encore là, en fait. Je suis en train de le faire, on en discutera, je suis en train de me créer un outil pour vraiment avoir une vraie gestion de projet. Ben, on peut rebondir là-dessus. Alors qu'il est, tu sais exactement le temps que tu passes par client. Oui. Est-ce que c'est un truc, une métrique que tu gardes en stock, que tu calcules, que tu traques, etc. Ou c'est un truc que tu fais au feeling globalement? Non, en fait, alors j'utilise Monday,
ou Monday en fait. Alors, j'ai un super accent anglais, hein, vous m'excusez, mais hein. Moi à l'époque, à l'école, on n'apprenait pas l'anglais, on l'apprenait, mais à la méthode dans l'ancienne, donc on est très mauvais en anglais, notre génération. Ça évite les anglicismes Euh, pour les clients locaux comme ça. c'est ça, c'est ça. En fait, je travaille avec donc Monday, mais ça coûte cher, mais c'est vraiment un outil intéressant. Alors moi, je le fais parce qu'aujourd'hui j'ai une rentabilité, mais c'est un outil qui coûte entre 400 et 800 balles à l'année. Ça reste quand même une somme. Pareil, conseil, je passe sur autre chose. Si vous démarrez votre activité, ne prenez pas 50 logiciels, hein. C'est pas le logiciel qui va faire que vous allez trouver des clients. Le logiciel, vous en avez besoin parce que vous avez besoin d'effectuer une tâche. La mode, c'est j'ai tous les logiciels du monde et en fait, je m'en sers pas parce qu'en fait, j'ai pas de clients quoi, derrière. Ouais, Donc, c'est ça. mon, 20 heures de gestion de projet et puis zéro projet à faire avancer, quoi, en général. c'est ça, c'est ça. Donc, Monday, c'est bien parce que je peux pas. Alors, je peux vous montrer. Je peux vous montrer. Mais j'éclate, en fait, toutes les tâches. Ça va, admettons, si je dois faire un site internet et du SEO, ça va de commander le nom de domaine et l'hébergement, installer le CMS, installer les thèmes, etc. Et tout est listé. Et en SEO, c'est la même chose, c'est faire un audit des mots-clés, analyser les 10 concurrents, tout est listé. Et en face, j'ai le nombre d'heures. Et tous les débuts de mois, je prends tous mes clients et je dis, voilà, je vais travailler sur ce projet-là, parce qu'en fait, quand tu fais une stratégie, au début, tu fais une stratégie, puis après, ta prestation SEO, elle bouge, elle avance, et donc, tu l'ajustes. À un moment, tu fais une chose que tu redéplaces. Et donc, en début de mois, je dis, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Et je travaille en moyenne une journée par mois sur les clients que j'ai en régie depuis un certain temps, en fait. Ou 2 jours, si vraiment c'est important, ou qu'il y a un gros client, ou qu'on est en début de prestation, ou 3 jours. Et donc, je vais noter le temps avec les jours où je vais travailler. Et une fois que c'est fait, donc j'ai mon temps estimé, donc je facture 100 heures au client. Si je fais ça en 4 heures, j'ai un compteur en bas qui me dit il te reste tant d'heures. Et à côté, j'ai une petite colonne, c'est le temps estimé et le temps réel. Ça me permet souvent de me dire j'ai gagné du temps parce qu'en fait j'ai automatisé des choses. Donc à la place de le faire en 4 heures, je le fais en 2 heures. Donc c'est du gras, on va dire ça comme ça. Mais si j'ai passé plus de temps, je vois que j'ai passé plus de temps et que sur ce client-là, j'ai consommé plus de temps que ce que j'ai facturé. Et ça, c'est obligatoire à faire. C'est obligatoire. Donc les méthodes agiles, vous les laissez à ceux qui savent se raccrocher aux branches, hein, et vous repartez sur un fichier Excel, si vous n'avez pas de thunes dans un premier temps, et vous listez toutes vos tâches. Et vous mettez des dates en face et vous vous dites, tant pis, j'ai prévu ça ce matin à 9h, de 9h à midi, je le fais. Ça m'emmerde, mais je le fais. À ce qu'il faut le faire, et pas, je le ferai demain. Si vous faites ça, vous allez au casse-pipe. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Dans vos boîtes, ça marchait parce qu'en fait, vous aviez un salaire et que le patron, il ne le voyait pas et que voilà, c'était fait un peu comme ça, tranquille. Mais quand vous êtes votre propre employeur, si vous ne faites pas le taf, il ne sera pas fait. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. C'est tout. Je suis exactement dans cette phase en ce moment où à chaque fois je regarde ma liste de tâches et je me dis putain, j'ai la flemme de le faire, je le ferai demain. Et du coup j'ai 2 3 tâches qui traînent depuis longtemps et je me dis putain, faut vraiment que je les fasse parce qu'elles ont de la valeur, les clients ils les attendent, etc. Et à chaque fois je me dis ah ouais mais à l'époque ça marchait bien, mais parce que c'est vrai que j'étais dans ma boîte et que mon patron il voyait pas que je repoussais quelques tâches. Et en fait j'étais pas optimal dans ma manière de travailler, je pense, et je le deviens de plus en plus. Et je suis de plus en plus en train d'essayer de me dire bon allez, cette tâche, même si tu n'as pas envie de la faire, elle va te rapporter de l'argent. Tu te poses le cerveau 2 minutes et puis voilà, tu prends un bon café et tu vas la faire. Ça ira mieux après, quoi. Il y a un Canadien, alors ça s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais si vous cherchez gestion de temps sur YouTube, vous trouverez, c'est un Canadien, ça s'appelle Mon truc au quotidien. Je ne me rappelle plus le premier mot, mais c'est mon temps au quotidien. Alors, le mec, il vend de la formation, hein, mais il donne pas mal de choses. Donc moi, j'ai commencé à regarder et je suis tombé sur une session de formation qu'il offrait, en fait, ou un truc ultra simple à faire. Moi, je bosse avec Outlook, mais vous pouvez le faire avec autre chose. C'est que dans ma journée de travail, par exemple, de 9h à 10h, c'est tampon. De midi à 14h, c'est tampon. Et de 17h, bah non, parce que je me rate à 17h. Et ça, du lundi au vendredi. Le lundi, c'est toutes les réunions clients.
Quand le client me dit on peut pas se voir le mardi, non, c'est pas possible, c'est le lundi, terminé. Et le fait de mettre des tampons comme ça, c'est si tu te réveilles pas un matin, parce que ça n'arrive pas en réalité, mais si tu te réveilles pas un matin, ou si tu as vraiment un truc urgent à faire, tu sais que de 9 à 10, tu n'as rien de prévu. Et de 12 à 14, tu n'as rien de prévu. C'est-à-dire que si tu prends du retard sur une tâche, tu as ce tampon qui te permet en fait de pouvoir ajuster ton truc. Et sur les cases vides, moi, je ne travaillais pas avec à faire mon planning. C'est comme ça que je faisais au début. Aujourd'hui, je le déconseille. Je laissais des cases vides et c'était des sessions de 2 heures ou de 4 heures de travail. Okay, et j'utilisais To-Do, qui est un outil gratuit de Microsoft, en fait. À l'époque, avant de travailler sur Monday, je travaillais donc avec To-Do, en fait. J'avais créé des répertoires par client avec toutes les tâches. Je ne pouvais pas mettre le temps, je crois. Si, je pouvais mettre le temps. Et en fait, dans Outlook, tu peux relier en fait To-Do en dessous de ton planning. C'est-à-dire que tu as ton planning avec tes cases et en dessous, tu as toutes tes tâches à faire dans la journée. Et tant que tu n'as pas validé ta case, elle réapparaît le lendemain. Donc après, quand tu te retrouves en fin de semaine avec des tâches comme ça, tu te dis voilà. Et toutes les petites tâches à la con, je sais pas moi, tu sais, la petite tâche à la con, mais les toutes petites tâches à la con comme ça, quand tu les cumules, ça devient une grosse tâche à la con, en fait. Et tu bouffes un temps fou. Faire ta comptabilité, si tu la fais pas au fur et à mesure, c'est 2 jours après que tu te prends. Donc, et le fait de noter toutes ces petites tâches comme ça t'oblige en fait à faire le travail. Mais ça, c'est pas vendeur, c'est pas sexe comme méthode, mais ça marche. T'as pas le choix, ça marche. C'est vrai. Désolé, j'ai pas de formation. Non, c'est pas sexy, mais moment, ça fonctionne mais et je fais ça aussi. J'ai une to-do list là. Attends, je vais regarder en live. J'ai combien de tâches à faire aujourd'hui. J'ai un peu ce truc-là, la même chose que la to-do Microsoft avec toutes mes tâches qui se reportent d'un jour sur l'autre. Là, j'en ai déjà reporté 20, je crois, aujourd'hui. Sur les jours précédents ou les jours suivants où j'ai des mini-tâches que j'ai finies. J'en avais 40 ce matin, j'en ai plus que 20 aujourd'hui. Mets des dates. Mais ouais. Mets des dates. Et il vaut mieux dire je mets ça, et j'en ai pour 6 heures, admettons, de travail, hein, et que tu le fais en 4 heures, parce que là, tu te dis, ou je prends de l'avance pour demain, ou je travaille sur un projet perso, ou je vais me promener. Que se dire, ouais, ça, je peux le faire, je peux le faire, et en fait, tu ne le fais pas. Voilà, il vaut mieux mettre la barre un peu moins haute que un peu plus haute. Ouais, c'est intéressant, c'est un truc que j'ai commencé à faire la semaine dernière, hein, pour être transparent, de me dire, vas-y, en fait, j'ai que 4 heures dans la journée, je prévois 4 heures de travail et je prévois pas plus. Et j'essaie essayer de mettre des blocs de temps et d'être optimiste en fait, d'être pessimiste un peu et de se dire par exemple, je dois acheter du lien, théoriquement je le fais en 30 minutes, je vais prendre 1 heure au cas où, parce qu'en fait, des fois il y a des imprévus et souvent on est trop optimiste et vaut mieux être un peu trop pessimiste. Et en fait, le problème c'est que si tu fais pas ça, et que tu te dis pas je mets 4 heures de travail ou 5 heures de travail et je les bloque et je sais de quel moment à quel moment je les fais, etc. Souvent j'ai mes 40 tâches justement et en fait tu vas prendre à droite à gauche une petite tâche que t'aimes bien faire et tu fais pas les tâches importantes et voilà quoi, tu te retrouves à être un peu bloqué dans ce côté voilà, ça marche pas en fait. T'as l'impression d'être productif parce que tu travailles beaucoup, mais tu fais que des petites tâches que t'aimes bien faire, tu fais pas les tâches importantes et tu fais plein de micro tâches et souvent tu te perds un peu dans plein de trucs que t'avais dit qu'il fallait que tu fasses, mais bon, tu fais pas vraiment ce qui est important quoi. Donc je suis assez d'accord là-dessus et justement l'autre fois j'ai fait mes tâches que je devais faire en 4 heures et à la fin je me suis dit tiens vas-y, je vais regarder ma to-do list qui est pas des trucs que j'ai dit à d'autres gens que je faisais. J'ai séparé ma to-do list en 2 trucs. Les trucs que j'ai dit à des gens, je vais faire ça. Et du coup, ça, je sais que je suis obligé de les faire. Et les choses qui sont faites pour moi, où je me dis, vas-y, je vais développer cette tâche, développer mon activité, faire une vidéo YouTube, faire ça, faire X, faire Y, démarcher telle personne, etc. Qui là sont des tâches que je dois faire moi, parce que je me suis dit que je devais les faire. Et souvent, je suis assez content de les faire parce qu'en fait, c'est des tâches où je me suis dit, tiens, il faut que je les fasse, je suis content de les faire. Quand tu commences à les faire, t'es super content et en fait, elles sont souvent super productives et super efficaces parce que tu t'étais pas dit, il faut que tu les fasses. En fin de journée, quand tu coches en fin de journée, t'as l'impression que ta journée, elle est finie. T'es content, t'es rassasié, tu te dis, j'ai fait ça. Voilà. Que quand il te reste plein de trucs à faire, moi, je vois, j'ai ma femme qui bosse à côté, elle fonctionne pas comme ça, alors que je lui ai déjà expliqué en long, en large, en travers, mais elle a l'impression d'être submergée, en fait. Alors que, non, si elle disait, je dois faire ça, elle se dirait, moi, à 17h, j'arrête, c'est terminé. J'ai fait ce que je devais faire. Terminé. Voilà. Si maintenant, t'as pas le temps de tout faire, c'est que t'as pris trop de travail, en fait. C'est tout. Ou que tu te démerdes mal. Alors, et je vais rebondir sur autre chose, c'est que
Moi, en faisant ça, en moyenne, hein, j'arrête mon mois aux alentours du 21, entre le 21 et le 23 à peu près. Ça veut dire que le 23, admettons, j'ai fini toutes mes prestations clients. Donc du 23 au 30, il me reste du temps. Et ce temps-là, en fait, je me suis mis à utiliser Airtable, à utiliser Make. Donc j'ai acheté une formation. Alors j'ai acheté plein de formations à un moment, je ne les ai pas regardées. Des formations à 2000 balles, hein, mais je ne les ai pas regardées. Je le dis parce que tout le monde le pense, mais personne ne le dit. Tu ne regardes pas, en fait. Donc là, je me suis mis sur Make, j'ai pris une formation. Monsieur Leroy, je crois qu'il s'appelle. C'est Leroy, mais j'ai plus son prénom. C'est pour ça que je dis monsieur. C'est Nicolas, ouais. C'est Nicolas. Je l'ai payé 350 balles, je crois. Il m'a mis de pied à l'étrier, en fait. Alors moi, toute la partie e-commerce, ça ne m'intéressait pas, mais il m'a expliqué le concept. Du coup, sur mon temps libre, j'ai développé, en fait. Et aujourd'hui, j'ai viré mon équipe de rédacteurs que j'avais. Alors j'ai viré, oui, je suis désolé. J'ai viré mon équipe de rédacteurs que j'avais à Mada. Et aujourd'hui, je fais de la veille en automatique avec des flux. Je clique sur un bouton. Alors ça, c'est Airtable. Hein, tu crées une interface, un machin, un truc. Je clique sur un bouton, ça me génère un article, ça me le publie sur mon site internet dans la catégorie que je veux. Je peux modifier mon article et je fais hop, tu publies, il publie, et après je reclique sur un bouton, tu partages sur les réseaux sociaux. Et ça repartage. Et ça, en réalité, je l'ai fait sur ma période du 21 au 30, mais ça m'a permis, en réalité, de faire ce que je faisais avant pour mes clients en 10 heures, de le faire en 3 heures. Donc, techniquement, je finis plus le 21, mais je finis le 15. Tu vois? Voilà. Ça te permet à chaque fois de... C'est ça, c'est du gain de temps, c'est du gain de savoir-faire, ça va être du gain peut-être justement de la veille SEO, hein, potentiellement, d'apprendre des nouvelles choses qui vont te permettre d'être plus performant, d'aller peut-être te former commercialement, d'aller signer des meilleurs clients, etc. C'est le moment où tu développes ton entreprise au final, quoi. C'est ça. Et comme tu fais ça sur ton temps libre et que c'est une activité que tu ne faisais pas avant, mais qui te permet d'améliorer tes conditions de travail, le fait de le faire sur son temps libre, tu n'as pas la pression. C'est-à-dire que si ça te prend 1 mois, 2 mois ou 3 mois, tu t'en fous. Parce que c'est ton temps libre, en fait. Et donc, tu prends du plaisir à travailler comme ça, en fait. Voilà. Mais ça fonctionne que si tu es cadré avec une to-do list et un machin et un truc. C'est tout. Hein. On revient aux bases. Hein. On revient aux bases. Je suis d'accord. Il y a une partie qu'on n'a pas encore abordée, mais qui est assez importante, je trouve, c'est est-ce que tu as la partie, le fait que tu sois encore seul, en fait, dans ton entreprise, et que tu sois pas passé en mode agence. Est-ce que tu as déjà envisagé de passer en mode agence? Pourquoi est-ce que tu as choisi de rester indépendant alors qu'il est? Pour toi, c'est quoi un peu les avantages et les inconvénients des deux modèles, du modèle agence versus du modèle solopreneur à consultant SEO? Et lequel est-ce que tu recommandes? Pourquoi est-ce que tu recommandes ça? Quelles sont les différences un peu entre les deux, etc. Voilà. Et parlons un peu de ça et de ton avis sur cette différence de modèle. La différence quand tu es consultant indépendant comme ça, je vais en faire sourire certains ou en faire fuir, c'est que quand tu pars en retraite, pour vous c'est loin, pour moi c'est moins loin, quand tu pars en retraite, ta boîte elle vaut rien. Parce que c'est toi que tu vends, donc ta boîte elle vaut rien. Quand tu as monté une agence et que tu revends ton agence elle vaut de l'argent parce que tu as des clients, mais tu as le personnel qui te permet de reprendre le relais. Voilà. Alors, un médecin peut revendre sa patientèle. Mais quand tu n'es pas con, tu ne vas pas racheter une patientèle, tu vas te mettre en face. Hein. Les patients, ils viennent tout seuls. Donc, penser se disant que je vais revendre ma clientèle. Avantage, inconvénient. Avantage d'être en entreprise, c'est que en gros, tu es sur l'IS, impôt sur les sociétés, et tu es tamponné à peu près entre 15 et 25, ça dépend, c'est un palier. Donc, tu as moins de charges. Inconvénient, c'est que tu te payes en salaire. Donc, tu te payes 2 fois, en fait. Tu as ton net et ton brut. Voilà, avantage, inconvénient. Tu peux te payer en dividende. Ça marche. Sauf qu'à un moment, il va falloir que tu prévois aussi ta retraite. Mettre des petites cases et cocher tout ce qu'on a fait, c'est bien. Mais à un moment, il faut aussi prévoir. Même si on nous dit on n'aura pas de retraite. C'est un sujet autre, mais ça se prévoit quand même. Donc avantage, inconvénient. Inconvénient quand tu es en profession libérale, c'est que tu es chargé à mort. Tu es chargé à 45% par l'URSSAF et les impôts, c'est 30%. Voilà. Quand tu gagnes un peu de fric, voilà. Donc après, il te reste 25 balles. Tu factures 100, il te reste 25 euros. Voilà. Mais quand tu vas aux impôts, tu as le tapis rouge. On t'appelle monsieur. Voilà. Parce que c'est un peu grâce à toi que
que le parking, il est joli, quoi. Mais il y a une loi, je le dis, il y a une loi qui est passée il y a 2 ou 3 ans. Les décrets sont pas tous encore arrivés, mais en nom propre, tu peux te mettre à l'IR, à l'impôt sur, à l'IS, à l'impôt sur les sociétés et une partie à l'IR, ce qui permet de lisser ton imposition. Parce que quand tu es en nom propre comme ça, si tu fais une bonne année, c'est ce qu'on discutait, tu fais une bonne année, tu fais une moins bonne, tu fais une bonne, tu payes toujours N-1. Donc quand tu fermes ta boîte ou Google, il te dégage, tu payes ta belle année de l'année passée, tu vois. Et si tu n'as pas mis de thunes de côté, ben là, tu es réellement dans la merde. Parce que c'est des charges et tu le dois à l'État. Donc, ils vont aller venir prendre ta maison en te disant tant pis, quoi, moi, je te fous dehors. J'ai eu une entreprise, en fait, et j'ai eu du personnel. J'ai découvert le métier de cadre. Ça te fait marrer, mais j'ai découvert le métier de cadre, en fait. Moi, je disais toujours, ouais, les cadres, ceci, les cadres, oui, mais le cadre, en fait, il encadre. Et il travaille plus. C'est Donc, marrant, en gros, ce qui m'a fait trop rire, c'est le langage non verbal, genre, j'ai une entreprise. C'est pas le même métier, non, ce mais n'est pas le même métier. avoir du personnel, c'est tu gères les congés, tu gères les problèmes, tu gères ah ma maman elle est malade, nanana, tu gères ouais c'est en ce moment je suis pas bien, non non moi non ça m'intéresse pas. Voilà. Vous voyez je parle avec le cœur. Non non c'est trop la merde, c'est trop la merde. Alors que moi je bosse avec beaucoup de freelance en fait et l'avantage des freelances c'est que tu te préviens une fois, préviens 2 fois. Au bout de la 2e fois, tu commences à trouver un autre freelance, tu le fais un peu travailler tout doucement, et la 3e fois où ton freelance il te fait le coup, tu l'arrêtes et tu prends l'autre. Voilà. Avec un salarié, tu peux pas le foutre dehors en France. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est vrai que les lois sur la France. Moi, j'ai eu la chance, entre grands guillemets, de travailler en tant que cadre dans des entreprises qui étaient pas des entreprises françaises. Et du coup, les règles sur le licenciement étaient peut-être un peu plus flexibles parfois, ce qui m'a permis de me séparer de membres de l'équipe qui étaient plus du tout performants à des moments où en France, ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense. Tu peux pas. Il y a des fois où c'est vrai que quand tu es dans la dynamique cadre et performance, ça peut être pratique de pouvoir licencier un peu plus de manière un peu plus flexible. Et puis c'est surtout en termes de rentabilité. Hein. C'est plus le même. Ouais. C'est plus le même. C'est plus la même chose. Hein. Et est-ce que Ça, parce que tu pourrais avoir un côté, moi c'est un peu le plan que j'ai pour 2025, je vais pas te mentir, de passer plus ou moins sur un modèle agence. J'aimerais bien parce que j'aime bien le côté humain justement, mais d'avoir cet aspect de fonctionner avec beaucoup de freelance en fait et d'être apporteur d'affaires pour des freelances qui agissent en ton nom en marque blanche un peu. Est-ce que c'est un modèle qui t'intéresse, ce modèle-là, où tu développerais du coup plus l'aspect commercial, t'es plus le front et tu sais qu'il y a des personnes qui vont gérer le bac et ça te permet d'avoir une plus grosse flexibilité, on va dire, au niveau de, tu prends de la com sur les trucs que tu vends et tu sais que eux vont bien le gérer, et tu les formes pour mieux le faire. Ou est-ce que c'est un truc où pas du tout et t'as envie d'être vraiment tranquille et 100% responsable de ce que tu produis et de ce que tu vends et d'être dans ce structure plus simple, on va dire. mais, en gros, si tu envoies un consultant à ta place chez un client et qui fait pas le boulot ou qui s'adresse mal au client, ou qu'il prend du retard sur sa tâche, c'est toi qui es responsable. Donc c'est ton business, donc c'est toi qui as les responsabilités et c'est toi qui as l'anxiété du truc. Et puis quand le consultant il a trouvé une boîte ailleurs, parce qu'en fait on le paye mieux, ben, il se casse. Donc tu te retrouves avec... donc c'est compliqué. Alors, quand j'ai démarré mon activité, j'avais du personnel, je leur confiais un portefeuille de... À l'époque j'étais éditeur, je leur confiais un portefeuille de sites internet. Et je les formais. Parce que je partais du principe que c'était intéressant que le collaborateur, en fait, il puisse s'épanouir dans son travail. Tu vois. Le problème, c'est que quand il était malade ou en retard ou machin ou truc, c'était tout le portefeuille qui se cassait la gueule. Je suis devenu un petit peu plus désagréable. Je travaille à la méthode de Ford et je confie des tâches à chacun. Alors, j'ai beaucoup plus de monde. Mais le jour où il y en a un qui chie dans la colle, c'est plus facile de remplacer une tâche que de remplacer une personne dans son intégralité. C'est con, mais voilà, c'est comme ça. Parce que quand j'ai fermé la boîte, en 2011, hein, après Panda, Et c'est pas agréable, donc quoi. toi, ton business, il s'écroule et il faut que tu fous tout le monde dehors. Donc, Ouais. après, si vous aimez encadrer, si vous aimez faire des démarches commerciales, oui, créez une agence. Si vous aimez votre boulot et que vous n'aimez pas la partie commerciale, oui, prenez un commercial. Et dans ce cas-là, vous allez prendre du personnel. Et quand on commence à prendre du personnel, on crée une entreprise, on crée une structure. Mais moi, tu vois, je suis partisan, j'ai essayé de le faire, mais c'est ultra compliqué.
c'est de trouver des freelances, en fait, hein, qui sont Mhm. bien implantés depuis un certain nombre d'années, pas des jeunes qui sortent de l'école ou ou d'une entreprise parce que tu sais qu'un jour ils repartiront. Et en fait, c'est chasser en meute. C'est-à-dire, tu prends un community manager, tu prends un commercial, tu prends un truc et tu vas aller chercher des gros clients, en fait. Et là, tu montes en fait une agence, tu montes une équipe, mais que de freelance. Et chacun fait ses parties. Et là, c'est vachement intéressant parce que quand tu vas au restaurant et que tu fais des bouffes avec tes collègues, ben, ça te permet de voir un peu de monde. Sinon, quand tu es solo comme ça, et que tu parles à ta femme de ton business, moi, ma femme, elle croyait encore, il y a encore quelques années, elle croyait que j'étais encore webmaster. Et quand je lui dis, voilà, j'ai fait un logiciel d'audit automatique, oui, c'est bien. Bon, voilà, c'est comment est-ce l'inconvénient que d'être. tu gères est-ce que déjà t'es quelqu'un qui a besoin de beaucoup de relations sociales et de parler de ton travail et d'avoir un peu ce côté, tu vois, discussion de collègues, ou est-ce que c'est quelque chose dont t'as pas Non, vraiment parce que tout le besoin monde s'en fout et initialement? personne comprend ce que je fais. Ouais, t'es parti du principe que c'était toi et puis c'est tout quoi, tu vois. Bah, j'ai des potes qui ont. Alors, j'ai 45 ans, donc bon, bah, voilà, j'arrive sur une tranche d'âge où j'ai des potes, ils sont directeurs d'entreprise, ils sont salariés, ils sont machin, ils sont trucs. On discute business en fait. T'as ta boîte, ton machin, ton truc, mais dès que tu commences à aborder l'informatique, le truc, tu vois, hier je faisais une bouffe avec des potes, il y avait un chef de projet d'une très très grosse entreprise nationale. Il dit, ah, tu t'y connais un peu en informatique et tout. Et je lui explique ce que je fais. Je dis, ah, tiens, je me suis amusé avec Make, avec ma machin, je me suis fait un avatar qui parle à ma place. J'ai vu que je le saoulais, en fait, le mec. Parce que c'est. Voilà. Voilà. Donc, non, ben. Voilà, voilà, c'est ça. Ou alors on t'écoute, puis tu vois que les gens, au bout d'un moment, ils font chier, quoi. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je m'en fous. Quand j'ai fermé ma première boîte, que je me suis fait dégager par Google, mon frère me dit, ben appelle Google. Ouais, j'ai appelé Google. Allô Google? Ouais, t'as planté mon site. C'est trop marrant que tu dises ça maintenant en mode c'est complètement absurde, mais je me souviens de Robin de Selectos qui avait fait ça historiquement alors qu'il s'était pris une première péna, qui en était sorti plus ou moins et qui est encore dans cette démarche-là, qui à mon avis est pas du tout la bonne démarche. Et je pense pas que voilà faut aller pleurer chez Google pour pour qu'ils nous ressortent. On a eu pas mal de trucs avec la Helpful Content Update où il y a des sites américains qui se sont fait éclater et qu'en fait ils sont revenus un peu parce que les gens avaient chouiné. Donc il y a un peu une théorie là-dessus, mais je pense vraiment que il vaut mieux se dire que Google est un facteur externe qu'on ne contrôle pas du tout, plutôt que d'essayer de l'influencer. C'est pas du tout la bonne démarche d'essayer de l'influencer. C'est beaucoup de perte de temps, je pense, plus qu'autre chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi, comment est-ce que tu fais pour construire une bonne relation client? C'est quoi un peu tes clés pour fidéliser un client sur le long terme? Et c'est quoi les principaux défis que tu as dans la gestion de la relation client? Comment tu fais pour avoir un bon client sur le long terme pour voilà pour qu'ils comprennent bien leurs attentes, pour qu'ils sachent quel travail tu fais, pour qu'ils sentent que c'est du bon travail, pour qu'ils t'aiment bien, etc. Comment est-ce que tu fais pour avoir cette bonne relation client, toi? Déjà, tu vires ou tu ne signes pas tous les clients toxiques. Les clients qui t'appellent 3 fois dans la semaine. Ouais, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ou ouais, ou qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce qu'on en est? Ou tu leur dis, écoute, on arrête. La facture, tu l'as signée. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec un client. Je lui fais son site internet parce que souvent, à la place de retravailler sur un site pourri, je refais le site. Et je le déduis de mon temps, mais je refais le site. Donc je refais le site au client, je fais son truc, et le mec il m'appelait en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Je déchire la facture, je t'offre par rapport à ce que tu m'as payé, je t'offre tout, je te donne tout. Voilà, tu me dois rien, on arrête, je te donne tout. Ou les codes, terminé, on arrête. Voilà. Non, 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 excuse-moi, machin, non, 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 non. Bon, ou t'éduques ton client, ou tu le fous dehors, ou tu le prends pas. Après, les clients avec qui tu as une bonne relation, moi je vous vois mes clients. Je suis quelqu'un qui tutoie très facilement, mais ça c'est une erreur que j'ai appris. Je vous vois mes clients en fait. Le fait de garder le vouvoiement, ça évite. Ah, tu peux pas me faire ça. Vas-y, ça va te prendre un quart d'heure. Tu peux le faire aujourd'hui. C'est plus facile de dire, vas-y, ça prend un quart d'heure, tu peux le faire aujourd'hui, que allez-y, ça ne prend pas énormément de temps. Je pense que techniquement, vous avez la capacité de le faire aujourd'hui. Voilà. Donc le vouvoiement, déjà, tu recules un peu la table. Ne pas parler de ses problèmes. J'avais un copain qui était consultant, il était en déprime, il expliquait ses problèmes à ses clients. Ben, oui, mais les clients, ils n'ont rien à foutre de tes problèmes. En fait. Et moi, je fais des réunions minimum tous les mois avec les clients. Tous les mois avec les clients, déjà en début de mois,
je fais mon planning et je lui dis voilà, je vais faire ça, à telle date. Si tu as besoin de me joindre, je travaille le matin ou la journée sur ton projet. J'essaye d'organiser des repas avec les clients, une fois par trimestre. Ils m'invitent ou je les invite. Je vais les voir. Mais là, c'est plus du relationnel. Comme ils savent ce qu'on a fait tous les mois, ça permet de rediscuter de la stratégie, de l'année prochaine, voilà, tu vois, ça permet de remettre des choses de remettre de l'eau en fait dans la pompe. Et je fais des réunions avec certains clients toutes les semaines. Une réunion d'une heure, une demi-heure. Toutes les semaines, je fais une réunion et on discute. Est-ce que ça, tu peux le faire? Est-ce que machin? Et je donne du travail aussi aux clients. Et j'ai une honnêteté avec les clients. Voilà. Là, je suis parti, ça fait des années que je n'ai pas pris de vacances. Je suis parti le 13 juillet et je reprends que lundi, que le 1er. J'ai pris beaucoup de vacances. Mais je l'ai expliqué à mes clients. Je leur ai fait une vidéo en leur expliquant, en leur disant voilà ce que j'ai fait pendant mes vacances. J'ai créé un outil, j'ai créé un truc, mais vous voyez ça peut vous servir. J'ai mis en place une newsletter en automatique, etc. Voilà, j'ai pris ce temps-là pour travailler. Et quand vous revenez de vacances, ne rattaquez pas pleine balle, ça ne marche pas. Commencez par dire je travaille que les matins. Et puis tu te remets tout doucement dans le jus. Et puis tu reprends ton rythme tradit. Ça, c'est le Canadien qui l'avait expliqué dans un truc super intéressant. Voilà. C'est vrai qu'on pense, on est souvent en mode on-off, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne normalement. Tu sais, c'est beaucoup plus progressif, les gens, les hommes, etc. Et il y a beaucoup plus ce rapport normalement. Bon bah, on y va progressivement. Tu sais, enfin, t'es pas censé fumer 2 paquets de clopes par jour et arrêter de fumer du jour au lendemain. C'est horrible à faire, tu vois. Alors que si à l'inverse, si le médecin il t'annonce que tu as un cancer, vous avez un ouais, bon, cancer, monsieur, c'est vie ou mort, quoi, tu vois. Là, ça marche. Je sais pas pourquoi. Et il y a un point qui est super intéressant sur lequel je voulais rebondir, c'est le fait que tu fasses tes rapports, tes réunions mensuelles. Du coup, tu t'as dit que tu faisais au moins une réunion mensuelle avec tes clients, ce qui est une très bonne chose, je pense. Le coût du repas trimestriel, je pense que c'est une killer idea si t'es dans la même région que tes clients. Enfin, en fait, c'est cool, ça te permet de faire du networking, ça te permet de discuter avec ton client, ça permet de t'améliorer commercialement direct, d'avoir un truc qui est un peu chill, sans être trop violent. Tu vois, c'est pas un truc où tu fais un rapport, etc. Juste tu vas, tu manges avec eux. C'est cool, c'est l'occasion de développer ta relation. La deuxième partie, c'est sur la partie sur la réunion mensuelle. Du coup, moi j'ai réalisé en fait, j'ai commencé à prendre des clients plus recurring, on va dire il y a 2 mois à peu près. Et il y a un client qui m'a dit ah, j'aimerais bien que tu m'envoies un report mensuel des actions que tu as fait. Et je me suis dit bah oui putain, je suis complètement con. À quel moment j'ai pensé que je pouvais faire du SEO sans expliquer à mon client tous les mois ce que j'avais fait sur son site. Mais le fait de le faire mensuellement, je te coupe. Hein. Tu n'es pas obligé de faire un rapport avec un PDF avec des couleurs et des machins. Moi, je dis à mes clients, si vous voulez un audit avec des diagrammes et des couleurs, allez voir une agence. Hein. Vous aurez un bel audit. Hein. Mais les 3 jours de création de l'audit avec les couleurs et les machins, moi, je préfère les mettre sur le terrain, tu vois, plutôt que de vous faire un truc en couleur. Donc, je fais des trucs super simples, en fait. Et les rapports, j'ai fait ça avec l'objectif. Terminé. Hein. Voilà, tu justifies ton travail. Terminé. Et du coup, tu fais forcément un petit rapport. Enfin, en fait, la question c'est, est-ce que tu fais uniquement ce rapport oral ou est-ce que tu prépares ton rapport oral avec un rapport écrit ou pas, tu vois? Et est-ce que seulement un rapport écrit ça suffirait? Et seulement un rapport écrit en général, enfin moi j'avoue que je vais pas te mentir, je pensais à un export, un ou screenshot ou export Search Console, SEMrush, histoire de voir évolution des mots-clés, évolution des clics, évolution des impressions, grosso modo, hein. Plus explication des tâches que j'ai fait grosso modo dans le mois. Je pensais à faire ça par mail. Mais j'avoue que l'idée de simplement le faire en faisant un tout petit peu d'éducation pendant une demi-heure tous les mois avec ton client, c'est peut-être un bon moyen de renforcer ta relation, même si c'est un effort un peu supplémentaire commercial. Au final, si en plus tu fais pas la préparation du rapport par mail, bah en fait tu gagnes une demi-heure. Donc si tu le fais en live en lui expliquant directement le truc, c'est presque le même temps investi. Donc c'est quoi ton point de vue? Tu prépares tes rapports en général ou tu fais seulement ta réunion mensuelle ou Là, voilà comment est-ce que tu fais? étant donné que je me suis vraiment mis sur Make, et je dis bien Make, hein, parce que c'est vraiment Make et Airtable, je dis bien Airtable. Hein. Airtable, c'est pas un Google Sheet. Hein. Toutes les formations que vous voyez, non, mais on vous met un Google Sheet, mais Airtable, c'est pas un Google Sheet, hein, c'est une base de données et on peut faire des formulaires et des interfaces. Étant donné que je me suis mis sur ça, aujourd'hui, je suis capable, je pense que je suis en train de retransformer l'agence, on va dire, à monter en gamme sur mes process, en fait, simplement pour augmenter mon taux horaire et aller me serrer des plus grosses PME.
parce qu'eux, ils ont besoin de choses très concrètes, très sérieuses, avec Quand tu viens chasser, je gare un peu, mais quand tu vas chasser sur les terres des grosses agences de communication, tu es obligé de travailler un peu comme eux. Donc avoir des plaquettes, des machins, des trucs et des bidules. Donc ça, je suis en train de le faire. Mais ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, c'était tout simplement... Alors au début, j'ai commencé, tous les mois, je faisais un rapport écrit. Confidence, je ne suis pas un spécialiste en orthographe, donc au début, j'avais des logiciels de correction, Antidote, qui marchent extrêmement bien. Pas obligé de racheter une version tous les ans. Donc Antidote, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, il y a ChatGPT, c'est vas-y, corrige, quoi. Donc, mais avant, il ne le faisait pas. Mais le fait d'écrire un rapport, un machin, un truc, c'est du temps que tu passes, en fait, pour simplement expliquer à ton client que tu as fait ça, tu tatata, et tu veux faire un chouette truc avec un diagramme, un truc. Et ton client, il ne lit pas parce que c'est une PME et que le mec, il est sur son chantier ou que le mec, il est dans son hôtel, quoi, tu vois, et qui comprend rien, en plus, à ce que tu lui racontes. Donc, j'ai arrêté de faire ça. J'explique simplement au client ce que je vais faire à telle date. D'abord, je lui ai déjà expliqué la stratégie. Hein. Je lui dis ce que je vais faire à telle date. Quand j'ai fait la tâche à telle date, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je prends Loom et je fais une vidéo de 5 minutes en disant voilà, bon ben bonjour Xavier, ben voilà, comme prévu, j'ai fait ça, 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 ça. Bon, les pages sont un peu planquées sur le site, mais on regarde sur Analytics, ça fonctionne un petit peu mieux et truc. Voilà. Et j'envoyais même pas les mots-clés au client. Parce que je m'étais aperçu qu'en envoyant les mots-clés au client, le client, il t'appelle ah, on a perdu 3 places. Oui, mais on était 5e, c'est pas grave, tu vois. Le mois d'avant, tu en as pris 9. Envoyer des mots-clés, il faut faire super attention. Puis après, le client dit ah, mais là, j'ai un client qui me dit oui, mais pourquoi on se positionne pas sur telle ville et telle ville en même temps? Parce que ça sert à rien, en fait. Tu vois, donc plus tu vas donner d'informations, plus tu vas donner le choix à ton client, plus il va en vouloir. Donc là, aujourd'hui, j'envoie les mots-clés en automatique aux clients, mais je leur dis bien, c'est indicatif. Okay, et les mots-clés que je suis, ce ne sont, par exemple, installateur de véranda plus ville. Moi, véranda plus ville, je lui dis, je suis juste ce mot-clé-là parce que derrière ce mot-clé, il y a installateur, installation, devis, etc. Mais comme ça coûte cher, je suis juste un truc, ça me permet de voir un peu où on se situe sur l'intention. Voilà. Donc, mais le rendu au format Loom, c'est magnifique. Ça te prend 2 minutes et tu peux dire des conneries en vidéo que tu ne peux pas faire à l'écrit. Tu sais que c'est ouf parce que j'étais en train de, quand je te pose la question, tu commences à répondre et je suis en train de me dire, j'ai le logo Loom en bas sur mon PC et je me dis putain, mais je pourrais faire ça par Loom et ça serait quand même vachement efficace parce que t'as le côté vidéo, t'as le côté asynchrone. Grâce à la tonalité de l'oral, tu évites pas mal d'incompréhension, bah, typiquement sur la perte de position. En fait, si t'expliques naturellement, bah voilà, on a perdu 3 positions, mais c'est pas du tout un problème étant donné on faisait pas de trafic, etc. Les gens se rendent compte et tout de suite ils ancrent beaucoup mieux les choses. Et Donc puis il te voit, super il te content. voit, il te Et ils te voit, voient il te et ça leur voit, permet ça renforce il encore te plus la voit. relation client parce qu'ils te voient et donc il y a ce côté genre il y a pas besoin de faire l'appel du coup. Il y a une vidéo, elle dure pas très longtemps, ils ont juste à la regarder, ils peuvent la regarder sur leur téléphone, ça se fait bien. Franchement très très bonne je pense un très bonne manière de faire et je ferai à l'avenir mes reports SEO par Loom. Pendant que tu répondais à la question, je l'ai mis dans ma to-do d'ailleurs qui me sert aussi de bloc-notes général de C'est faire mes surtout, reports par Loom et comme ça c'est. Alors, moi, je suis en version gratuite hein, sur Loom, donc je peux Mhm. mettre que 24 vidéos, je crois. Et c'est 5 minutes. Hein. Mhm. Donc, à toi d'être court, tu vois. Et après, je les efface. Hein. C'est vrai que c'est suffisant en fait au final d'avoir ces 25 parce qu'en fait si t'as 25 clients que tu leur fais un report de 5 minutes tous les mois bah c'est déjà pas mal et C'est ça. mais après ouais j'ai pris l'habitude de filmer avec le truc avec mes comme je fais pour mes vidéos donc je réutiliserai sûrement le même moyen. Après c'est un peu chiant pour l'hébergement donc peut-être que Loom ça sera un bon compromis. Je vais voir, Alors, faut que je moi, je bosse décide avec. encore. J'ai quitté l'univers Google, je sais pas pourquoi, mais j'en avais marre en fait qu'ils me suivent sur mon téléphone, donc je suis passé sur Apple. Que le téléphone Apple, je Mm. précise, que le téléphone Apple. Je reste sur un PC, mais j'ai l'écosystème en fait de Microsoft. Ça coûte 10 balles hein, par Mm. mois, donc faut pas, tu vois, à un moment. Faut mettre l'argent au bon endroit. Et en fait, tu peux moi je crée des répertoires clients en termes Mhm. d'organisation. Hein. J'ai un répertoire qui est sauvegardé automatiquement dans le cloud. Et en fait, dans ce répertoire, c'est clients. Et dans les répertoires clients, en fait, j'ai tous mes clients. Et dans chaque répertoire, j'ai administratif. J'ai une copie du Mm. devis. Parce qu'aujourd'hui, il est stocké sur un logiciel de comptabilité. Axonote, je vous le conseille. Axonote, si vous faites un peu de chiffres,
si vous avez un peu de clients et que la compta vous emmerde, Axonote, très bien. Donc, j'ai mes répertoires bien organisés et j'ai un répertoire avec un point d'exclamation partage client. Et ce répertoire est partagé au client. Et donc, avec Office, tu fais un clic droit, partager, et tu balances en fait le lien. Et ton client, sans mot de passe, sans machin, sans truc, il a accès à ta vidéo. En fait. Voilà. Donc là, c'est intéressant pour faire des vidéos qui durent 5 ou 10 minutes. Ouais, bah c'est vrai que puis même j'ai un outil qui permet de prendre des notes avec tout l'IA et tout le bordel sur la retranscription vis-à-vis des vidéos que je fais dans Google Meet par exemple. Je sais que les vidéos Google Meet, je peux les enregistrer, les mettre dans mon Drive directement parce que je suis très écosystème Google moi à l'inverse. Et je pense que je vais essayer d'intégrer ça. Je vais noter Loom. Je vais prendre une seconde et je vais noter Loom ou Google Meet enregistré parce que ça permet d'avoir des petites notes, etc. C'est pas mal. Je pense que L'avantage de c'est un Loom, bon c'est que c'est hack. ultra rapide. Tu fais un clic, tu cliques sur le bouton, tu t'enregistres, tu Ouais, cliques sur le bouton, tu partages. parfait. C'est rapide. Voilà. Moins tu as de tâches à faire, mieux tu te portes. Ouais. Plus ça va vite et plus c'est facile à lancer et à exécuter, moins ça sera difficile de commencer cette tâche quand vous aurez votre to-do list face à vous, quoi. C'est ça. On va arriver tranquillement sur la fin et je voulais te poser quelques questions sur les erreurs que tu as commises et compétences que tu as développées au fur et à mesure et les ressources un peu euh, que tu conseillerais. Grosso modo, c'est quoi les phases où tu as commis des erreurs et tu t'es dit putain merde j'ai merdé là-dessus et je vous conseille de pas merder là-dessus, vous qui vous développez progressivement et qui êtes potentiellement dans une phase de carrière un peu plus jeune que moi. Et quelles sont les compétences que tu as développées qui sont pas des compétences techniques évidemment pour le SEO, il y a de la ressource. Et c'est quoi les ressources que tu conseilles un peu pour se développer sur le consulting et cette activité-là? Il y a beaucoup de questions, je risque de les oublier au passage. Parce que Pas de ça fait problème, quand je te les même... rappellerai si Ouais. nécessaire. Alors, j'ai pas retrouvé, mais je t'ai retrouvé ça, tu vois, un vieux Hmm. bouquin. La date, lundi 19 2006. Je notais tout. Alors, j'en avais un avec un client. Les erreurs que j'ai commises avec le client, je me suis pris la tête avec lui, machin, j'étais un peu agressif, un peu truc. Notez toutes vos erreurs, en fait. Les erreurs que j'ai faites d'un point de vue business, quand j'avais mon site de code promo, j'avais monté un comparateur, j'avais d'autres sites internet, et du jour au lendemain, j'ai tout perdu, et j'avais des sites, ça s'appelait des trucs sur la DSL, donc je touchais des coms à chaque fois qu'on vendait des contrats ADSL. Et j'ai eu peur, en fait, parce que j'avais plus une thune de côté, et j'ai fermé tous les petits sites, en fait, qui me ramenaient 50, 60, 100 balles ou 200 balles par mois, pour faire des économies de bout de ficelle, en fait. J'ai attendu 1 an avant de fermer la boîte, parce que tu vois, j'avais de la trésor, en me disant, on ne sait jamais, je peux remonter. J'aurais dû aller voir Olivier Andrieux. J'ai pas osé, j'ai pas pensé en fait. J'aurais dû aller le voir et lui dire, Olivier, j'ai perdu tout mon business, comment on fait? J'ai essayé de le faire en fait, pas par moi-même. Grosse erreur. J'avais tout mon business dans l'édition de site internet. Je refusais de la création de site, ça m'emmerdait en fait. Parce que je gagnais très très bien ma vie et ça m'emmerdait. J'aurais dû quand même avoir une deuxième activité à côté. Là aujourd'hui, je fais de l'édition de site. En fait, l'édition de site me permet simplement de payer les clopes, en gros, de payer mon admin système et de payer mon serveur dédié et mes 300 noms de domaine. Voilà. Et puis après, s'il y a un peu de gras, il y a un peu de gras, mais voilà à quoi sert en réalité mon réseau de sites. Mais il me sert aussi, en fait, il sert pour mes clients, avant tout. Mais je le monétise un petit peu pour rentabiliser le truc. Aujourd'hui, je fais du consulting, mais en réalité, parce que tu avais une question, qu'est-ce que tu feras après de le SEO? Ouais, comment tu vois le SEO? Faut comprendre que l'IA, nous, les consultants, ça fait 2 ans qu'on utilise en fait de l'IA. Le grand public, ça fait 1 an qu'il est au courant, mais l'IA, c'est un petit peu... Moi, j'ai connu Internet en 95. On se connectait le soir dans sa chambre avec Primalist Internet. Tu payais 10 francs à France Télécom, tu vois. Tu achetais ton kit au Wanadoo, je les ai encore. Tu achetais ton kit au Wanadoo et tu te connectais. Donc moi, j'ai connu Internet comme ça. Et aujourd'hui, tu as Internet dans ta voiture, dans ton téléphone. J'ai montré à des étudiants, parce que j'enseigne, j'ai montré à des étudiants, je me suis filmé, et il y avait Georges Clooney à côté, en fait, et j'avais ma cigarette en cours, c'est interdit, et je fumais, et Clooney, il fumait, je me mettais la main dans les cheveux, et Clooney faisait la même chose. Ils m'ont dit, ouais, alors, c'est pas super ressemblant. On vient de passer un cap, là, avec l'IA, très peu se rendent compte. Ce qu'on a connu avec Internet en 20 ans,
Le business que vous faites aujourd'hui grâce à Internet, il y a 20 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, on peut vivre d'Internet. On a même les GPS. J'ai sorti un truc sur LinkedIn. Il y a TomTom qui m'envoie une pub en me disant votre TomTom n'est pas à jour, remettez-le à jour. On est en promo. Je leur dis mais j'ai mon TomTom dans mon téléphone. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ton gros boîtier à la con là qui marche pas. Donc c'est ça Internet. Hein. Et donc avec l'IA, on ne va pas attendre 20 ans, tous les 6 mois. Hein. C'est la loi de Moore hein, pour les CPU. Tous les 6 mois, on passe des gaps. Il y a un an, il y a à peu près un an, je voulais faire un avatar. Voilà. Ça coûtait $10 000. Là, je suis passé par un service en ligne. Il m'a créé mon avatar en 10 minutes. Je me suis enregistré avec mon téléphone et c'est mon avatar qui parle. Qu'est-ce que va devenir le SEO dans 10 ans? Je ne vais pas dire la fameuse phrase « le SEO est mort ». Mais pour rappel, quand même, notre boulot de super expert international avec une expertise et de la valeur, et nanana, notre boulot, c'est de positionner des noms des sites dans un annuaire. Tu prends les pages jaunes, c'est ça. Hein. Quand on me dit c'est quoi ton job, je dis en fait je positionne des sites dans un annuaire. Hein. Tu prends les pages jaunes et tu fais en sorte d'être le premier. Hein, tu vois, voilà. Qu'est-ce que ça va devenir? Bonne question. Parce que quand on voit que Google, avec la sortie du moteur de ChatGPT, tout le monde a essayé de détrôner Google. Quant, je me rappelle de Quant, j'ai rencontré le fameux PDG de Quant. C'est marrant, hein, mais tout le monde pensait, un peu à la française, on va détrôner Google. Non, il faut être une dictature et imposer un moteur de recherche pour détrôner Google, sinon ça ne marche pas. En Chine ou en Russie, ça marche. Là, l'IA, s'ils sortent un moteur de recherche et que les gens commencent à comprendre que quand ils ont un problème avec leur informatique et qu'ils tapent j'ai un problème avec ma souris, l'IA, elle va te répondre. Tu ne vas pas te palucher les 14 sites internet qui te disent cliquez ici pour avoir la suite. Là, il y a réellement un risque. Alors ceux qui disent oui, on va commencer à intégrer nos résultats dans l'IA, faut intégrer ces résultats dans un dataset. Hein. C'est pas plus con que ça, mais donc moi ça va, je suis bientôt en retraite. Donc je refile le bébé, et je coffre au maximum, mais sincèrement, alors plus sérieusement, moi je fais du marketing. Quand j'explique aux gens que je fais du marketing digital, voilà, du web marketing, et je leur dis aujourd'hui on dit du digital parce que c'est la classe, mais c'est du web marketing, du marketing appliqué au web. Quand on vend du SEO, normalement, parce qu'il y avait aussi des questions, est-ce que tu veux faire autre chose, etc. Quand on vend du SEO, on vend ou tu vends une expertise, et tu avais une question là-dessus, c'est est-ce que tu es généraliste dans ton expertise, ce qui est mon cas. Je fais du netlinking, je fais du contenu, et moi je fais de la sémantique, et je fais du technique. Ça a un avantage, c'est que je suis complètement autonome. J'ai mon propre écosystème en backlink, etc., très propre, adresse IP différentes, logiciel qui permet de voir où le lien a été fait, quand, etc., etc. Voilà, tout ça c'est réglé. Ou tu es expert et tu fais que de l'expertise et t'interviens que sur une ponctualité, j'ai besoin de faire un audit technique parce que j'ai un problème, mais là, tu ne signes pas ton contrat à l'année. Là, c'est du one-shot. Tu vois, on revient un petit peu à ce qu'on discutait. Mais quand tu fais du marketing, tu fais du SEO, mais tu choisis ton mot-clé. Si le client il dit, je veux me positionner sur le mot-clé fleur, tu lui dis, mais ta boutique, elle est à Châteauroux. Est-ce que tu vends des fleurs au mec qui est à Monaco? Non. Bah alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes à vouloir être sur le mot fleur? Donc tu fais, en fait, de la stratégie, tu fais du conseil, tu fais de la communication. Et donc notre métier, je pense, qu'il faut et qui va évoluer sur de l'accompagnement stratégique, en fait, sur tout l'écosystème, l'IA, la publicité, les machins, les trucs, et on fera plus que du SEO. La fameuse polémique avec le SEOcamp, hein, qui a changé de nom et qui est devenu la FEP, j'arriverai jamais à le dire, la FEDSEP ou la FEP... La FEPSEM. Désolé Patrick. Désolé Patrick. Non, c'est compliqué. Ouais. Et utilisez votre savoir aussi. Tu vois, beaucoup de SEO commencent sous le manteau à monter leur propre e-commerce. Parce qu'on s'aperçoit, on est les premiers à s'en apercevoir, que Google positionne en fait du e-commerce. Mais les intentions changent des gens. Et donc, tout doucement, certains consultants, et je m'apprête à le faire, on va lancer un site e-commerce. Mais un site e-commerce, un vrai site e-commerce. Pas un site e-commerce en drop ou quoi que ce soit. Un vrai site e-commerce
Moi, j'ai commencé, hein, j'ai fait une étude de marché déjà, et j'ai regardé le stock, le prix, comment je peux le stocker, combien ça me coûte, combien il faut que je débourse en achat de stock, prendre un risque ou pas de risque, et je vais lancer un seul et unique site e-commerce. Pas comme le Tintin là qui lance 350 000 sites e-commerce dans la journée en automatique. Ça marche, ça marche, ça marche. Sauf que quand Google va changer tout son algorithme, ça va changer, son business il est mort en fait. Je suis bavard, hein, je suis désolé. Non, mais t'as résumé des choses qui sont super intéressantes. Je pense que t'as résumé le fait que un consultant SEO, c'est avant tout un chef d'entreprise et que, bah, par exemple, le fait d'investir pour réussir, c'est un truc qui est important, notamment en passant par le e-commerce. On sent que le tournant du e-commerce devient de plus en plus fort. Bon, bah voilà, on sait qu'il faut investir dans du stock et que c'est important. On sait que tu peux créer, comme le fait David Blackett en l'occurrence, c'est 100 000 sites, etc. Mais Ouais. que bon bah il y a un moment ou un autre tu te fais péter par Google et enfin toi tu l'as vécu de te faire éclater par Google. Je pense que beaucoup d'autres l'ont vécu, qui reviennent avec des nouvelles techniques, etc. Mais qu'au final en général ça finit par être compliqué. Euh, et que Épargner, le épargner, 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 épargner. ouais ouais qu'il faut avoir Épargner. du cash de côté en fait parce que le jour où tu te fais péter, enfin que ça soit simplement tes sites qui se fassent péter, tes clients qui te négligent ou alors tes doigts qui se cassent parce que t'as un accident de travail, et ben en fait tu peux plus travailler, tu peux plus gagner d'argent, et donc avoir de l'argent de côté c'est Si tu es en important. France et que tu as un contrôle fiscal, ce qui arrive, tu payes. Si un copain, il a mélangé la TVA avec son bénéfice et son chiffre. Oui, mais on est collecteur de TVA, elle ne nous appartient pas. C'est-à-dire que Mm. si tu veux faire simple, tu ouvres un livret A à ta banque et tu mets 20% de ton chiffre du mois sur ce compte parce que ça, tu le dois à l'État. Et j'en profite parce que je vois traîner aussi. Partez pas sur des banques à la con, des banques en ligne, des machins, des trucs. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit, quoi. C'est que le moindre incident bancaire, il vous allume la tronche. Et le pire, c'est que c'est arrivé. J'aime pas ta gueule, quoi. Ils te foutent dehors. Tu recontactes tous tes clients. Bon, mon RIB a changé, mais t'as autre chose à foutre, quoi. Alors qu'il est, c'est un problème que j'ai, hein, le problème bancaire, étant donné que je suis à l'étranger, que je suis français, que je suis fiscalisé en Thaïlande, que mon entreprise est aux US, c'est tout un mélange, enfin, c'est du montage hein, habituel à l'international qui est pas trop possible en France, mais qui est possible un peu dans certains pays. Et c'est une galère les banques, purée, c'est une galère. Et je me suis fait virer de plusieurs banques et tu dois, tu sais, revirer tout le compte courant en fait sur une autre banque, et l'autre banque elle est là, mais pourquoi est-ce que tu m'envoies genre 10 000 euros d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, pourquoi est-ce que tu t'allumes des signaux et des voyants rouges partout. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des fois où être simplement en règle, c'est et avoir un modèle plus traditionnel et aller vers une banque C'est ça. plus traditionnelle, c'est tellement plus simple que et vaut mieux peut-être bien Moi, payer 20 balles par mois plutôt qu'être dans des montages non, 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 non. chelous et Alors, d'avoir tout ça quoi. astuce, astuce. Astuce. Quand je me suis remonté, j'étais en micro-entreprise. Si vous Mhm. pouvez rester en micro-entreprise, restez en micro-entreprise. Passez à la TVA, restez en micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est 73 000 euros, t'es imposé 20%. Quand t'es consultant, t'as tes sites internet, certes, mais et encore, à l'époque, c'est légal. Hein, donc, on allait chez une société de portage, Mhm. et en fait, toutes les dépenses, l'achat de nom de domaine, etc., c'était une activité de portage. Tu faisais de l'édition de site sur la société de portage. Et je ne l'ai pas fait parce que la boîte a coulé à ce moment-là, mais je m'apprêtais à le faire. L'auto-entreprise, c'était le consulting. Donc là, tu es imposé à 20%, 20 et quelques. Donc, quand tu passes en entreprise, tu es imposé à 46 de ce que tu gagnes. Donc, quand tu fais tes 73 000 euros et que tu passes à 80 000 euros, ton bénéfice, il te reste rien, quoi. Donc, restez en micro, et quand tu passes en TVA, il faut un compte de classe 8, je crois que c'est ça, c'est-à-dire que la classe 8, c'est un compte pro. Les statuts disent, vous devez avoir un compte professionnel. Mais ce n'est pas un compte pro à la banque pro, c'est un compte différent de votre compte perso. Donc, vous allez à la caisse d'épargne, ouvrir un compte perso sans carte bleue, il n'y a pas besoin. Et vous prenez chez... merde, Boursorama, vous prenez un compte gratuit et vous prenez une carte bleue et vous faites les virements chaque mois. Et vous avez un compte perso dans une banque. Le problème, c'est que quand l'URSSAF va prendre la TVA, les banques, elles bloquent à ce moment-là. Et donc, il faut s'arranger avec son banquier en lui disant, je n'ai pas envie d'ouvrir un compte pro. Et donc, il vous débloque le truc. Et votre compte perso, s'il n'y a pas de carte bleue, il vous revient à 1,50 € par mois. Voilà, et tout. Et tout.
Il n'y a pas besoin d'aller chez N26 et machin et trucs et bidule. Il n'y a pas besoin. Je suis Écoute, désolé, je vois pas le. merci pour l'éclairage sur la Ça, petite tu strate couperas à la bancaire. limite, hein. Je sais que Paul Vengeon, il en parlait aussi pas mal, hein, sur la différence activité édition et activité freelance, et le fait qu'il reste en micro pour l'activité freelance, parce qu'en fait, il vaut mieux rester en micro, il vaut mieux se débrouiller avec une micro et, euh, et surpasser le CA un an sur deux. Tu sais, il y a aussi le côté où en fait, il faut surpasser le CA 2 années d'affilée pour qu'il te change automatiquement. Donc en fait, si tu fais 70 000 la première année, 150 000 l'année d'après, re 70 000, re 150 000, bah, ça te permet de faire varier le truc comme ça. Et ça te laisse un peu plus de mou et de grain, etc. pour gérer ton truc comme tu veux. Et puis d'avoir je sais plus s'il a fait une SAS ou une SARL pour l'activité d'édition qui est quand même plus pratique. Portage, ça doit fonctionner aussi. Et d'ailleurs, quelques autres modèles qui fonctionnent, quoi. Le portage, j'en profite, ceux qui sont consultants, comme moi, qui n'ont pas le droit au chômage. Hmm. Tu fais du portage, tu coffres. Bon, moi, je suis sorti au moment où ils ont déposé le bilan. Ça s'appelait web portage. Ouais. J'ai réussi à récupérer mes thunes. J'ai des copains qui n'ont pas tout récupéré. Alors que c'est les copains qui m'ont dit attention, récupère. Moi, j'ai récupéré, eux, non. Bon, tant pis, c'est comme ça. Mais tu coffres, je sais pas s'il te faut pour vivre 1200 balles, admettons, tu coffres 12 000. Le jour où ton activité elle se pète la gueule, tu te verses un salaire de 12 000, de 12 000, 2200 pendant 24 mois ou 12 mois. Et tu cotises au chômage. Ça veut dire que ça te laisse, pour pouvoir rebondir, 24 mois de chômage, plus ton année où tu récupères tes thunes, tu recrées une entreprise, tu ne te verses pas de salaire, et c'est ton assurance en fait. Voilà, c'est tout bête, mais c'est ton assurance. Si tu es en France, si tu es à l'étranger, bah, tu fais autrement. Tu te débrouilles avec les systèmes locaux. C'est vrai que le système local. Tu nous as donné déjà pas mal de pas mal de points sur la vision que tu avais sur l'avenir du SEO, sûrement pro, plus quelque chose dans l'accompagnement vers du marketing digital, ou web marketing comme tu disais, de manière plus globale. À la rigueur, on va finir sur un conseil entrepreneurial, quel serait le conseil que tu donnerais pour les consultants d'un point de vue plus global, d'un point de vue plus entrepreneurial, qui se lancent à l'heure qu'il est, et quel est le mot de la fin que tu as envie de laisser à ces jeunes consultants qui t'écoutent à l'heure qu'il est? Soyez organisés, organisez-vous. C'est ça. C'est tout. Faites une to-do. C'est con. Moi, une autre fois, je te montrerai Make ou Airtable, mais faites une to-do list. Faites les choses qui vous emmerdent, tu vois. Acheter un nom de domaine ou renouveler machin ou truc. Faites les choses, organisez-vous. Votre premier métier, c'est d'être gestionnaire d'entreprise. Votre deuxième métier, c'est d'être consultant. Fais gestionnaire, tu fermeras ta boîte. C'est tout. Et ne dépensez pas votre pognon dans des. Le SEO, dernier conseil, le SEO, moi ça fait un moment que je fais du SEO. Il y a des nouvelles modes. Quand le copain sort un outil, c'est l'outil qu'il faut. Donc on va passer, admettons, sur l'analyse de log. À un moment, l'analyse de log, c'était la mode. Il y a 2 ans, c'était la mode. Il fallait faire l'analyse de log. Après, donc partez pas dans des nouvelles techniques. Ouais, j'ai vu un tel qui disait que le clic artificiel, le machin, le truc. Ce que vous faites, faites-le bien. Et sur votre temps libre, testez sur vos propres sites des méthodes. Et si ça marche, vous faites de la recherche et du développement. Vous les réintégrez à vos process. Mais ne partez pas sur des effets de mode. Bon, bah écoute, Baptiste, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'était vraiment Oh, cool yes. d'avoir cette discussion. J'ai pris plein de notes pour développer moi-même mon activité de consultant. J'espère qu'il y a plein de jeunes consultants qui vont regarder ça et qui vont trouver des choses intéressantes pour développer leur activité, pour développer leur entreprise même, parce que être consultant, c'est avant tout être chef d'entreprise. J'espère Et que ça sera puis, pas trop chiant. C'est ça au visionnage, parce que des non, fois. franchement, ça va. Moi, je trouve que c'était cool à faire, donc je pense que ça sera cool à regarder. Et Moi puis, aussi. écoute, je vais pouvoir couper l'enregistrement tranquillement. Et puis, vous souhaitez Très bien. tous ceux qui nous regardent alors qu'il a une bonne journée sur YouTube. Et puis, une bonne journée à toi, Baptiste aussi. Merci, à bientôt. À bientôt.